juste. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre- Ok. Faut pas se prendre la tête, faut Faut que pas tu se prendre la tête, vas-y, on y va, vas-y. Elias, donc là, il y a tout qui marche. Magnifique. Les micros sont là. Oui. Le setup, il est mis. On est un petit peu serré. Non, ça va. Mais ça va. De toute façon, on se connaît bien déjà maintenant. Mon cher ami. Comment vas-tu? Moi, ça va, bien dormi, bien réveillé, en Super. forme. Excellent, excellent. Donc là, on va parler de différentes choses, de sommeil, d'activité physique, même je pense d'activité mentale et d'alimentation. C'est un gros objectif, mais Elias, en plus, comme on se le disait là, on a beaucoup discuté avant de lancer la vidéo, Exactement. mais Elias est une bonne personne, je trouve. Et Merci donc je beaucoup. tenais déjà à le dire Vous êtes un d'entrée. bel ami. Et voilà, t'es vraiment une personne saine dans ton corps et dans ton esprit J'essaie. et qui veut le bien pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai pensé à t'inviter sur mon podcast. Merci. En toute simplicité, comme tu peux le voir, voilà, donc chez moi, et puis aussi le podcast qui reste relativement simple pour le moment. Donc quatrième épisode. Et avec Elias, on s'est rencontrés à la salle de sport à Lausanne. Exactement. On va pas forcément la citer, mais ou peu importe. Oui, voilà, par la salle de sport et on est devenus amis parce qu'on a commencé avec des entraînements assez spécifiques, on va dire. On s'est lancé quelques défis sur un rameur. Et après, c'est ça, je crois, en parlant, on s'est rendu compte qu'on avait plein de, comment dire, on partageait les mêmes valeurs sur ce qui était, en bref, la santé et comment on pourrait optimiser, on va parler même, je pense, de biohacking. Ouais, de On va dire ça, performance. performance, Alors- biohacking, c'est surtout ça, surtout sport et tout ce qui touche au sport, au style de vie à côté, quoi. C'est ça. Je suis pas un expert en biohacking, mais au final, c'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses sur Ouais. mon corps, toi aussi. Et donc au final, on sait comment chacun de nous, notre corps fonctionne, notre Exactement. physiologie fonctionne. Bon, on connaît pas tout, mais et puis après, c'est vrai que j'ai mon background aussi médical, ce qui fait que en plus d'avoir pu tester des choses, bah il y a des choses qui font plus de sens que d'autres, et ce qui me permet aujourd'hui de savoir au moins comment je peux marcher, fonctionner, performer. Et du coup, on a eu de superbes discussions et voilà pourquoi ce podcast. Tu parlais du rameur quand même, petit aparté. Elias m'a vraiment impressionné sur le rameur. Parce C'est que pas ma spécialité de base, mais j'étais en forme ce jour-là. c'est vrai que la première fois qu'on s'est bien parlé, en fait, c'est tu m'as dit ouais, je t'ai vu au rameur et tout, non, non. Et je lui ai dit ouais, c'est vrai, je fais du rameur parce que donc, depuis que je fais du sport en salle, bon là j'ai arrêté le sport en salle, je suis plus dehors et tout, mais voilà, j'avais fait une pause où j'ai fait 3 mois du coup dans cette salle-là. Et donc sport en salle pour moi égale 1 km de rameur dès que je commence la séance, 1 km à fond pour vraiment me chauffer. Ça chauffe tous les muscles, c'est génial. Et bah d'ailleurs, je pense petit conseil parce que ça vous permet de tout chauffer, d'être tout bien pour faire ensuite une très bonne séance parce que vous avez entraîné même votre système nerveux. Quand vous avez fait 1 km de rameur à fond, vous êtes bien. Et du coup, donc j'ai fait ça quand même pendant quelques années, quand j'étais aussi en quatrième, cinquième, sixième année de médecine, quand j'étais à Lyon en fait, et que là du coup je faisais quand même un peu de sport en salle. Et après, du coup, on s'est mis ce défi de ok, c'est qui le meilleur en rameur? Et voilà, sur les 1000 mètres. Et bah, il est là le meilleur. Après, ouais, Ouais. comment dire, moi j'ai peut-être le. Donc, en parlant de background, donc Loïs a plus un background médical, moi j'ai plus le background évidemment de passionné de tout ce qui est physiologie, anatomie, parce que c'est une passion comme d'autres passions. Euh, mais voilà, moi avec le rameur, etc., j'ai peut-être avec mon background, enfin background même à mon actif maintenant en tant qu'entraîneur, j'ai quelques notions qui me permettent de performer. On en reviendra par la suite, Mm. mais c'est pas quelque chose. Je pense que la rameur, c'est pas quelque chose qui. D'avoir gagné ce défi sur les 1000 mètres, c'est pas quelque chose qui me caractérise en tant que très très bon sportif. Si j'ai eu un peu de chance et puis quelques notions, c'est juste ça, avec mon background. Alors là où c'est fait quand même. Et avec du potentiel, il en a beaucoup Mais plus. là où c'est fait la grosse différence, je pense, et tu m'en as parlé régulièrement, c'est la technique aussi, hein.
Oui, Et c'est très important en fait. Là, on parle de rameur, mais on peut transposer ça à beaucoup de choses. oui. Et dès le début, tu m'as dit, ouais, fais attention à la technique, tu vois, tu tires bien, et ensuite voilà, Ouais, les trois genre tu me différentes. disais que t'entendais trop la corde et tout. Donc moi, en résumé, j'étais un peu trop bourrin et je perdais en efficacité, justement. Et Exactement. toi, c'est vrai que, en fait, d'ailleurs, donc, lui, t'as fait 3 minutes 12 au 1000 mètres, Au 1000 sur mètres. le Oui. concept 2 là. Donc c'est le modèle de rameur. J'aurais jamais, pendant que ça ramait, pendant qu'on ramait, j'aurais jamais dit que tu allais faire 3 minutes 12, tu vois. Mhm. C'est, tu t'es arrêté en disant, ouais, ça y est, j'ai fini. Et là, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Parce Oui, que, en fait, tu faisais aucun bruit. Et donc, tu oui, avais une véritable efficacité énergétique, oui, qui a fait la différence, clairement, en plus d'avoir des bonnes aptitudes et tout, mais ça a vraiment fait une grosse oui. différence. Et ça, c'est à transposer dans beaucoup de choses dans ce qu'on fait, c'est de diminuer au maximum les frictions, je pense, qu'on peut avoir vis-à-vis d'un objectif, que ce soit un temps, que ce soit peu importe l'objectif de performance, de Exactement. diminuer au maximum les frictions. Et c'est pas que dans le sport, c'est vraiment pas que dans le sport. C'est on a tel objectif, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir, enfin comment est-ce que concrètement je peux enlever le maximum de friction. Un exemple auquel je pense. J'ai un objectif de poids, par exemple, de perte de poids. Quelles sont les frictions enfin, qui font que je vais pas réussir Pour entraver à atteindre ta... cet Ouais. objectif? Typiquement, acheter du Nutella, avoir une pizzeria juste à côté de chez moi, ou des trucs comme ça, tu C'est vois. ça, c'est C'est des vrai. frictions en fait, c'est des trucs qui vont toujours. Ouais, Le fait d'enlever ces frictions-là, d'avoir que de la bonne nourriture chez soi, voilà, c'est des choses comme ça. Derrière, ça aide, on atteint notre objectif. c'est sûr. Et ça, l'exemple que tu as donné, il est assez... il est très simple, mais tu peux le transposer pour des choses qui sont beaucoup plus complexes. Euh, je pense là, j'ai par exemple pour mes cours, j'ai un dossier à rendre. Je t'en parlais tout à l'heure, mais d'avoir juste, moi, je suis pas la personne la plus organisée du monde, mais je suis très discipliné. Juste de me mettre dans cet état de discipline pour un seul objectif, ça me permet de voir, d'éviter de voir tout ce qui est autour, dans le sens où je mets la chose en prioritaire, ok. Je me donne, par exemple, en sport, tout simple, on peut appeler ça, on appelle ça un AMRAP, as many rounds as possible. Tu fais des différents exercices sur 10 minutes. Typiquement, je fais ça. Donc mon dossier, je me mets 5 heures à la bibliothèque, je le fais, et le reste viendra après. C'est juste une ordre de priorité et c'est d'éviter les frictions. Tu commences quelque chose, hop là, et donc du coup en fait ça prend sur ton temps, ça prend sur ton temps, et les 5 heures que tu avais consacrées à faire cette tâche-là, tu les fais pas. Et c'est un peu ce qu'on peut se transposer pour le sport et pour la santé en général quoi. Mm. Avec on va parler d'alimentation plus tard, mais l'alimentation c'est exactement ça. Ouais, Tu vis, je sais pas, avec une personne qui mange n'importe quoi, ben tu vas tout dévier à fait, beaucoup plus de fois par semaine tout à fait. que voilà que si toi tu avais fait tes courses et tu les avais ouais, t'avais cuisiné toi-même, on va dire Ouais. ça comme ça. Ouais. Je pense à la phrase de Bruce Lee que je vais devoir paraphraser parce que ça fait vraiment longtemps et je me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose comme The victorious warrior is the average warrior with laser-like focus. En gros, la personne qui gagne, c'est une personne normale, mais qui arrive à focus, qui arrive à se mettre comme des œillères et à rester discipliné sur son objectif Mhm. et de pas aller à droite à gauche et tout. Exactement. Euh, ok. Donc, Position toute faite pour le sommeil. on commence par le sommeil, Oui, je ou pense j'aurais aimé que... parler de toi, mais ok. Ah, Donc, parler de moi, qu'est-ce qu'il y a bien sur moi? Alors, donne ton opinion. Je pense qu'on va faire comme ça. Donne ton opinion sur moi, enfin, de comment tu me vois, etc. Moi, je vais te faire la même chose. ok. Comme ça, Allez, après, au moins, on peut corriger à chaque fois. Enfin, en guillemets, corriger. On peut compléter ce qu'on a à dire, hein. ça marche. Voilà. Elias c'est quelqu'un d'avenant. Il va vers les autres direct. C'est très appréciable. Oui. Comme je disais, ça se ressent rapidement que tu veux le bien de l'autre, que on peut être à l'aise tranquillement et je pense que c'est pour ça aussi que tu es la première personne que j'invite sur ce podcast. Oui. C'est parce que ça a été naturel. Là en un mot, c'est naturel, Ouais. relation naturelle. Là, on est sérieux, Euh, mais généralement, on n'est pas très sérieux. Désolé, On j'ai le nez est... qui coule. non, pas de souci. Et donc voilà la première chose qui me vient à l'esprit. Deuxième chose, euh, tu, euh, les bases sont importantes pour toi. Oui. Et dans notre société moderne, c'est rare de trouver, je connais quelques personnes comme ça, mais Oui. c'est rare de trouver des personnes qui cherchent vraiment à optimiser les bases, les fondamentaux,
et qui sont conscients en fait de non seulement de l'importance de ça, mais du potentiel de ça. Oui. Et comme par exemple Kobe Bryant, quand il a dit, mais moi la façon avec laquelle j'ai éclaté tout le monde, et bah quand il avait par exemple 15 ans, de ses 15 ans à 17 ans, 18 ans, parce qu'avant il était vraiment mauvais, il était genre 50e sur une liste, et il a dit, mais la façon avec laquelle j'ai, voilà, j'ai battu tout le monde, c'est juste de travailler les bases, de travailler les bases. Et Tout est dit en fait dans le mot les bases. et quand on a commencé à parler de ça aussi, de parler de sommeil, quand on a commencé à parler d'alimentation, moi j'ai senti direct ces connexions là. Je vais pas non plus mettre trop de mots sur quelque chose qui est facile à expliquer. C'est real recognizes real. Le vrai Ouais, reconnaît le ouais, vrai, tu vois. c'est vrai. Donc, je résumerai ça juste par ça. Voilà ce que je pense en partie d'Elias, hein, parce que bon, ben, il y a aussi, je sais pas, il y a d'autres choses, quoi. Enfin, j'aime bien juste Ouais, discuter avec je toi. suis un peu, voilà quoi, je suis un peu foufou. Et ouais, t'es un peu fou. Comme tu dis, un peu ton manque d'organisation, bah, moi je trouve ça cool. Enfin, de temps en temps, tu vois, Ouais, c'est on va dire que personne n'est parfait, donc. on va dire que on parlait de discipline et de se focaliser sur les bases. Je pense que je suis tellement enfin, je suis discipliné pour certaines choses qui me portent, qui me tiennent beaucoup à cœur, au point d'en oublier un petit peu le reste. Et ça, je pense que je suis pas la première personne qui est comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très passionnées par ce qu'elles aiment. En général, on va dire très passionnées avec des guillemets. Il y a toujours cet aspect de, voilà, si on fait les choses à 100%, on oublie un petit peu le reste. Et puis ça, c'est un peu délétère dans la vie de tous les jours. Mais au final, quand on parlait des bases, on va parler de santé, des bases du quotidien. Il n'y a pas de... Beaucoup de personnes se prennent beaucoup la tête pour des choses, optimiser ci, optimiser ça, etc. Mais au final, il faut pas... bah, les bases, je pense qu'il y a tout dans le mot, en fait. C'est le 80%, hein. Ça, avec une fourchette, hein, mais si t'as les bases, les personnes voilà, t'as 80% de la chose sur laquelle tu dois te focaliser, les gens, ils vont vouloir gratter ci, gratter ça, parce que c'est intéressant, Hmm. je prends tel complément alimentaire, C'est telle ça, chose, exactement. mais ils sont à 40% du 80%, ok, puis eux, ils veulent optimiser les 20% qui ne fonctionneraient pas si t'as pas les 80%, en fait. Donc, ça peut pas marcher et on peut faire voilà, on peut parler de sommeil ou d'alimentation, mais c'est exactement la même chose pour, je sais pas, apprendre des cours. Je suis pas, voilà, scolairement ça va, tout ça, j'aime bien apprendre des choses, mais je me suis reconnu que commencer, on va parler de physiologie potentiellement, mais si tu connais pas telle ou telle hormone, qu'est-ce que l'effet physiologique, tu pourras jamais pouvoir aller plus loin dans un système pour le corps humain pour améliorer ton sommeil, pour améliorer ton alimentation, ta production de testostérone, etc. Si t'as pas les bases de juste, ok, quel est l'effet de la testostérone? C'est des exemples tout simples, hein, mais Hmm. voilà, à partir des bases, tu peux partir sur de grandes choses. Et c'est toujours les bases comment dire, dont on va se souvenir, dans tout, Ouais, dans tout. excellent. Donc, Monsieur, sommeil. oui, Ton sommeil. Comment est-ce que tu pourrais nous faire une petite histoire rapidement de comment a été ton sommeil et quelle a été l'évolution de ton sommeil au fil des années? euh, toujours été un petit peu pénible. C'est toujours été un sujet assez compliqué. Alors récemment, j'ai parlé à une psychiatre, etc. Elle m'a dit, on a fait un petit peu des tests, etc. pour voir sous recommandation d'un professeur voilà, il m'a recommandé de voir si j'étais potentiellement hyperactif. Et du coup, apparemment, les tests ont mis ça en évidence. Et ça fait sens pour moi. C'est quelque chose dont je suis pas gêné, j'en suis pas fier non plus. C'est comme ça. Et je connais beaucoup d'autres personnes qui ont cette hyperactivité. Et ça a toujours été hyper difficile de m'endormir et voilà, si j'ai une stimulation la journée ou le soir, voilà, fin de journée ou le soir avant d'aller dormir, je connais des personnes qui arrivent directement à dormir, c'est facile pour eux. Moi, c'est très très compliqué. Beaucoup de réveils nocturnes, donc, déjà difficilement difficulté à s'endormir. Pas mal de réveils nocturnes, ça c'est compliqué, surtout dans les premières phases du sommeil qui sont voilà, je sais pas si on a une étude pour prouver ça, mais on en parlait.
J'avais vu une fois un graphique donc avec les phases du sommeil. Mhm. Celle où il y avait le plus longtemps en sommeil profond, c'est les Ouais. premières phases. Et bah, j'arrivais pas à optimiser, on va dire, ces phases du sommeil. Donc c'était compliqué. La journée, je parle de, allez, là j'ai quoi, j'ai 24, fin d'adolescence, fin de tout le temps en fait. Euh, Jusqu'à ce que je me concentre sur les bases. Sport, favoriser le sport, tout ce qui est le matin. Tout à C'est une fait. partie de mon travail. Complètement super. Le matin, le soir, moins bouger surtout la journée. C'est pour ça que mon Super. métier, me convient plutôt bien. À part les horaires, hein, c'est toujours compliqué, mais bon, ça, on le fait de toute manière avec passion. Et puis, on va parler de lumière bleue et tout ça, mais des écrans, éviter au maximum le soir. Faire un petit peu tout ce qu'on a à faire la journée sur nos écrans, la journée, quand, quand c'est le jour, et puis Ouais. quand il fait nuit, essayer de se concentrer sur d'autres choses. Et donc, ce que tu as dit, c'est pas que ton ressenti, c'est absolument vrai et vérifié scientifiquement. Physiologique. C'est Ouais. physiologique, c'est logique, mais c'est aussi vérifié par les études. Par exemple, le premier truc auquel, voilà, auquel ça a fait écho, c'est le fait de faire du sport plutôt le matin. Et Oui. c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Il y a des gens qui disent non, mais moi, j'en fais à 17 heures et puis je dors super bien. Oui, tu dors super bien, mais bon, 17 heures, ça va encore. Mais 20 heures, c'est déjà trop tard. Parce que ton corps n'est pas fait pour faire du sport à 20 heures. Certes, tu vas t'endormir sans problème, tu vas bien dormir et tout, mais en fait, ton rythme circadien, il n'est pas au top. Et le lendemain, d'ailleurs, le lendemain matin, normalement, tu as du mal à sortir du lit quand tu as fait du sport à Oui. 20 heures. Oui. Parce que tu as fait du sport il y a pas très longtemps et que ton rythme circadien, il est fait pour que à 20 heures, tu sois déjà au calme. Ça dépend des saisons, d'accord? C'est difficile de donner une seule réponse, mais il doit être déjà au calme et on est fait pour vivre avec le soleil. Quand le soleil s'est couché, on n'est pas fait pour être très actif, vraiment Non. pas. Et du coup, le meilleur moment pour faire le sport, c'est le matin ou le midi. Profiter du pic naturel de cortisol et d'adrénaline. Exactement, j'allais en venir. Mm. J'allais en venir. Si tu fais, voilà, si tu fais du sport le soir, sécrétion, voilà le mot. Je disais comme Ouais, ça, sécrétion. Ah oui. exactement, ouais. Les sécrétions hormonales, c'est au niveau du cortisol, bah, si t'as toujours du cortisol, je sais pas comment ça s'explique Bah, physiologiquement, ça va mais si pas. t'as toujours du cortisol dans ton corps, t'as toujours une libération d'énergie constante dans tous tes organes. Ouais. Et t'es stressé et tu dors pas. Exactement. Et le stress, c'est bon, hein. Si on doit être performant pour quelque chose, les hormones du stress, c'est exactement ce qu'il faut, que ce soit adrénaline, noradrénaline, ou même pour tenir un peu dans la durée, la journée, cortisol. Mais tu fais ça le soir, Ouais. t'as toujours ces hormones-là, tu peux pas dormir. T'es en état t'es en état d'éveil. T'es en état d'éveil constant, et puis en fait il y a cette perturbation. Je pense que c'est pour ça que t'es beaucoup plus. Alors, il y a deux choses que j'aimerais te dire. Euh, la première, c'est que là, si on regarde bien, en fait, on commence à parler de sommeil et on parle de sommeil toujours, Oui, mais on parle aussi surtout de journée. Comment se passe notre journée pour oui, avoir un bon sommeil? oui, Donc ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et c'est très important dans notre rythme circadien. Donc, bon, je l'ai dit dans d'autres vidéos et tout, mais en résumé et en vulgarisé, le rythme circadien, c'est ce qui nous permet de dormir le soir et ce qui nous permet d'être actif et de faire de belles choses pendant la journée. Moi, c'est juste ma petite définition. Après, en vrai, le rythme circadien, une définition plus scientifique, c'est l'adaptation physiologique de notre espèce. Bon, enfin, toutes les espèces ont un rythme. En tout cas, bref, je pense que tous les mammifères ont un rythme circadien. Tous ceux qui ont une glande pinéale ont un rythme circadien. Mais bref, mhm, c'est l'adaptation de nous, notre adaptation à la rotation de la Terre autour du Soleil. Voilà, ça c'est la définition plus scientifique. Donc rythme circadien et pas que sommeil. Donc c'est penser à sa journée. Premier truc que je voulais dire. Et deuxième truc, c'est par rapport au cortisol, l'adrénaline. Euh, donc avoir des pics de cortisol, du stress pendant la soirée, c'est mauvais pour la santé sur le long terme. Et en fait, il y a comme un timer, comme un chronomètre, plutôt timer, qui est lancé dès le moment où on ouvre les yeux à la lumière typiquement naturelle le matin. C'est-à-dire que quand on se réveille le matin, la première chose qu'on fait, c'est d'ouvrir les yeux. Et on a des cellules dans notre rétine. La rétine, je trouve ça passionnant parce que certes, c'est dans l'œil, c'est le fond de l'œil, mais c'est déjà le début du cerveau. C'est à l'interface avec le cerveau. Il y a déjà des neurones qui sont dans la rétine.
Et je vais parler rapidement d'un type de neurone comme ça. Je pense que c'est le bon moment d'en parler. Ça va Oui, prendre un petit peu de temps, mais c'est le bon vas-y, moment. vas-y. Euh, mais je vais dire déjà à quoi ils servent avant de les présenter. Euh, Ils servent à différentes choses, mais pour notre rythme circadien, c'est des cellules qui sont clés. Elles s'appellent l'acronyme c'est IPRGC, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. C'est un nom compliqué pour dire en français cellules ganglionnaires de la rétine intrinsèquement photosensibles. À quoi elles servent d'abord, avant de rentrer dans les détails? Elles servent à set up le rythme circadien, et en particulier quand on se réveille. Elles sont particulièrement sensibles aux longueurs d'onde de la lumière bleue, environ 460-470 nanomètres, c'est leur pic de sensibilité, parce que la lumière bleue, c'est la lumière la plus énergétique, et la lumière bleue naturelle, on en a vraiment besoin pour justement réguler notre rythme circadien. Ces cellules-là, c'est déjà des neurones qui sont dans la rétine, et quand on ouvre les yeux, mais aussi quand on a les yeux fermés, elles sont très sensibles à la lumière. Elles sont sensibles à la lumière et en voyant la lumière, elles disent à notre horloge centrale, une horloge biologique centrale qui se trouve dans les noyaux suprachiasmatiques, bon c'est un endroit. Le... Attends, Je- l'hypothalamus, hein. Euh, Relation hypothalamus-hypophyse. c'est l'hypothalamus, Oui. c'est dans l'hypothalamus. Je crois noyau dorsaux ventrolatéral, j'ai oublié. C'est c'est compliqué pour rien, mais pour dire C'est la qu'il y a relation entre le nerveux et les sécrétions hormonales. Entre le système nerveux et le système endocrinien. et Ouais, ben c'est après ça, c'est ça. en fait ça se transforme en système endocrinien, c'est-à-dire que ce message électrique, alors déjà en fait on a de la lumière, c'est passionnant. La lumière c'est une onde, Oui. donc c'est une onde, c'est quelque chose d'électromagnétique. Je connais les schémas, mais je laisse l'expert parler. Et, et après c'est transformé donc en ce signal lumineux, Oui. il est transformé en signal électrique, donc parce que c'est des neurones, les Oui, neurones oui. ils parlent en mode en électricité. Ok. Et après, donc là je parlais du timer. En fait, 12. Donc là après, enfin déjà premier point endocrine, ça nous permet du coup d'avoir ce pic naturel de cortisol et d'adrénaline. Mhm. Donc adrénaline qui est sécrétée dans les surrénales, dans la zone Oui. réticulée des surrénales, et cortisol aussi dans les surrénales dans une autre. C'est un Loge interne, je crois. c'est une autre zone, voilà. mais bref, c'est les Et deux, en c'est fait, les il y a surrénales. l'extérieur, l'intérieur. Je crois que le cortisol, c'est une zone interne. Alors, t'as la zone médiane. glomérulée, fasciculée et réticulée des surrénales. Ok. Et si je me souviens bien, mais peut-être que je me trompe, je crois que la zone glomérulée, elle fait les glucocorticoïdes. Oui. La zone fasciculée, ça doit être l'aldostérone. Peut-être que j'inverse. Et la troisième, c'est la zone réticulée qui sécrète l'adrénaline, noradrénaline. Okay. Mais en tout cas, le timer, c'est 12 à 16 heures, 12 à 14, 12 à 16 heures. Après avoir eu ce pic naturel de cortisol, eh ben, on a un pic d'une autre hormone on a le début de sécrétion d'une autre hormone qui est la mélatonine. Et le pic de sécrétion de la mélatonine se trouve vers 2-3 heures du matin, à ma connaissance. Et donc, la mélatonine, c'est une autre hormone. Elle est sécrétée par la glande pinéale, qui est à l'arrière du cerveau, qui est dans le diencéphale. Et cette mélatonine, elle est cruciale justement pour avoir envie de dormir. Pour avoir envie de dormir et pour d'autres choses aussi. J'en parlerai plus tard. On en parlera peut-être plus tard, parce qu'on peut pas non plus partir sur toutes les voilà, toutes les parenthèses, ou même si c'est des choses pertinentes, mais donc voilà, ce timer 12 à 16 heures après le pic naturel de cortisol, on a le début de sécrétion de la mélatonine qui permet de dormir. Donc c'est une hormone et c'est une dualité en fait entre un signal électromagnétique qui devient électrique et ensuite endocrine, une sécrétion d'hormones, et qui nous permet de bien fonctionner en fait, qui nous permet de fonctionner. Et je pense, pour retomber dans quelque chose de très concret, que les personnes qui arrivent à justement déjà comprendre ça et optimiser ça naturellement, sans prendre des comprimés de mélatonine ou de l'aldostérone, du cortisol ou quoi, en fait, c'est les personnes qui derrière ont le plus de chances de faire ce qu'elles veulent dans leur vie en fait. Oui. Parce que c'est des personnes qui comprennent comment elles fonctionnent. Oui. Et qui arrivent à optimiser tout en fait. Ouais. Et c'est aussi pour ça, désolé, mais quand je parlais du fait de bloquer la lumière bleue d'origine artificielle, etc., sans parler de ma marque, mais
les personnes les plus réceptives à ce message-là, au final, c'est très souvent des athlètes. Alors Oui, que je pensais ça, je pas suis au tout à début. fait d'accord. Et si je peux faire la parenthèse, typiquement, j'ai les deux personnes de ma famille qui me viennent en tête, parlant de régulation de mélatonine et qui respectent beaucoup leur rythme circadien. Déjà, mon petit frère, donc l'exemple le plus proche, et qui lui a suivi l'exemple de mon oncle. Donc moi, je parle de mon petit frère qui lui, au lycée, alors, on appelle ça le gymnase en Suisse. Je pense pas que c'était, je le vois un petit peu, j'habite plus avec lui depuis un moment, mais je vois que c'était peut-être pas la personne la plus ayant le meilleur style de vie, dans le sens où ouais, j'ai les jeux vidéo, etc. Et puis bon, évidemment, qui dit jeux vidéo dit lumière bleue, et voilà. Et il a beaucoup, ça devient limite une inspiration. Mon petit frère, c'est il respecte énormément son rythme circadien depuis qu'il a commencé beaucoup à s'entraîner, faire du sport Mm. dans son sport, le rugby. Il s'entraîne à côté dans le fitness, etc. pour voilà en préparation physique pour son sport. Et depuis qu'il a commencé les cours à la faculté, dans une faculté qu'il adore, euh, et il a vraiment envie de réussir, de très bien réussir. Et il a écouté en fait je pense que c'est ça. Hein, j'ai pas concrètement le je sais pas factuellement s'il a suivi les conseils exacts de mon oncle, mais on en avait parlé et je pense qu'il a été très réceptif à ce que disait mon oncle. Donc qui lui est médecin, généraliste, donc il s'occupe de tout. Et il me parlait qui lui-même était très sportif. Et puis pour optimiser du coup l'apprentissage de ses études, euh, qu'il a payé tout seul, c'était en plus à l'époque c'était difficile quand même de se payer des études, d'aller dans une université, voilà, le système n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc il a vraiment tout optimisé et il parlait avec, donc il s'est renseigné lui-même, il adorait la médecine, il a dit qu'il voulait optimiser justement son rythme circadien. Ce qu'il faisait, c'est qu'il se couchait tôt. Mhm. Quand le soleil se couchait, il me racontait ça autour d'un verre, etc. Couchait tôt, il dormait, il se levait, c'est pas un très très grand dormeur, mais il se levait, il avait quand même 7 heures de sommeil, donc à Mhm. 21h30 il se couchait, il se mettait tranquille. Voilà, à 5h30 du matin, ou même un petit peu plus tôt, il se réveillait naturellement, et lui c'était le matin où il était au taquet. Ce qu'il faisait, c'est qu'il révisait ses cours, il allait faire une petite course à pied, Mhm. un truc comme ça. Après, il allait en cours. L'après-midi, non, quand il terminait les cours, il a fait faire de la gymnastique. La gymnastique, on parle de gymnastique niveau capacité de force, c'est, je pense, un des sports avec l'haltérophilie qui est le plus demandant en force, si Mhm. on exclut un peu tout ce qui est powerlifting, etc. Mhm. Il refaisait les cours jusqu'au soir. Il faisait une petite marche, donc il était toujours un petit peu actif physiquement, sans se, voilà, c'est très actif physiquement. Il faisait les cours jusqu'au soir, il mangeait bien, 21h30, il dormait. Et il faisait ça avec un groupe de 3 ou 4 amis. Super. Et il y avait c'était encore dans les années, très longtemps, hein, c'était dans Mhm. les années 80. Il y avait un grand concours, etc. C'était très difficile pour travailler à l'hôpital, voilà, c'était ça. Et il a fini, il m'a dit dans les premiers. C'est quelqu'un de très très intelligent, mais c'est pas une personne, c'est pas un érudit, je pense pas que c'est un génie ou voilà, Mhm. mais c'est juste quelqu'un qui a optimisé sa façon de vivre. Et quand je vois mon frère, c'est exactement ça. Quand il est motivé, donc il se lève à 5 heures du matin. Quand il est motivé, il va faire une course à pied, ou sinon tranquille, il se réveille bien. Il commence déjà par ses cours. Il va en cours. Il me dit l'après-midi, je le vois, il s'entraîne. Le reste de la journée, il travaille et puis il se couche tôt. Je dis ça en général, hein, je suis pas là en train de le surveiller tous les jours, mais il me raconte ça et je le vois qu'il est tout le temps en forme. Mais parce que voilà, comme mon oncle, ils ont juste optimisé déjà leur rythme du sommeil, juste en faisant cette base-là et sans parler d'alimentation. Donc imaginons à quel point juste d'être en forme en ayant un bon rythme de vie, Mhm. voilà, après c'est important des fois de faire la noce, de faire la fête, etc. Mais quand il faut rester sérieux, ça c'est des exemples à suivre, en mon opinion. Complètement. C'est des exemples concrets. Surtout que je vois mon frère l'évolution de il y a Ouais, c'est génial ça. quelques mois en fait Ouais, où c'est- il était un petit peu voilà parce qu'il faisait je pense pas des choses qui le passionnaient dans sa vie. Maintenant il fait une chose qui la passionne. ouais. Il a trouvé un sport qui le passionnait où il a envie de performer. Yes. Les cours, le sport, Ouais. des bons amis, Magnifique. des amis Ouais. sur qui compter, Mm. trace. Comme C'est mon génial. oncle, exactement. C'est génial. Et il est tout jeune, ton petit frère. Ah, il est tout jeune, il est bien motivé. Ouais, Ouais. c'est vrai que, il a quoi, 19. 19, ouais. Ouais. Et
il a déjà un niveau de conscience et de motivation qui est impressionnant pour un Ouais, jeune de pour 19 19 ans, ans. ouais, c'est... Euh, Mais je, j'en connais, hein, aussi des jeunes qui sont comme ça. Mais c'est ouais, rare. mais de plus en plus, hein. Enfin, bon, il Je y a pense les que ça deux, se il y a les deux, polarise. deux types de personnes, mais en nombre absolu, je pense qu'il y a plus de jeunes maintenant qui sont conscients aussi grâce à l'accès à l'information aussi. Bon, du coup, du fait qu'il y ait énormément d'informations, il y a aussi Oui, des jeunes qui se perdent, mais il y a aussi des jeunes qui vraiment ont un niveau de connaissance et puis je de pense que ça se conscience. polarise. Ouais, Je vois beaucoup de jeunes qui... Je parle de jeunes, je parle de mes amis, hein, qui ont... Enfin, d'amis ou plus des amis un peu lointains. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, j'ai l'impression. ouais, Dans le sens où j'ai l'impression que ça se polarise. Il y a de plus en plus de personnes qui sont très motivées, de plus en plus de personnes qui sont moins motivées. Ça, c'est ouais, un avis général. oui, Mais dans la polarisation, j'ai l'impression il y a quand même une communauté de, je sais pas si on peut appeler ça, voilà, une communauté, le mot est peut-être un peu fort, mais des jeunes qui ont vraiment envie de faire quelque chose, ouais, il y en a quand même, ouais. ça existe, ça Et, existe. On parle ouais. voilà, que la société est toujours les jeux vidéo, Mm, etc. Mais non, la plupart des jeunes, dès qu'ils ont trouvé leur voie, je pense c'est qu'il ça. faut être très optimiste, parce qu'ils Ouais. sont, voilà. Après, est-ce que c'est forcément pour les bonnes raisons? Des fois, c'est pour faire, Mm. voilà, mais c'est, Pour faire de l'argent. ouais, exactement, exactement. Ouais, oui. Mais après, bon, bah, faire de l'argent, ça a aussi été diabolisé, je pense. Ça a été diabolisé. L'argent, c'est les ressources d'aujourd'hui, C'est les ressources et c'est d'aujourd'hui. quelque chose de naturel de courir après les ressources, en fait. Et Mais je pense qu'il renier ça, c'est renier notre côté naturel. Bien sûr, il y a des faire de l'argent, dérives. c'est important, mais il Mm, faut je pense que pour moi, c'est peut-être une vision très idéaliste, mais faire de l'argent, c'est très très bien et il le faut parce qu'il faut un bon style de vie, etc. T'as besoin mm, d'argent pour ça. Il faut jamais, pour moi, si tu fais un métier pour avoir de l'argent, c'est sûr, tant que le métier que tu fais soit voilà. enfin, soit en adéquation avec tes valeurs. C'est exactement ce que j'allais C'est dire. Conforme à tes exactement valeurs conforme à tes valeurs. Je pense, et à tes en ayant discuté objectifs, avec ta certaines mission. personnes, il y a certaines personnes, j'ai pas l'impression que c'est en adéquation vraiment avec leurs valeurs, Ouais. mais j'ai des amis qui sont totalement en adéquation avec des valeurs. Mm, J'en ai un ami qui me vient en tête, etc. mm, Mais pour moi, c'est des personnes, tu peux avoir une discussion avec elles et tu sais que c'est des personnes qui vont te tirer vers le haut. Ils sont en adéquation avec tes valeurs, ils ont envie de te motiver à être motivé comme elles le sont. Ils voient un potentiel chez n'importe qui. Voilà. complètement. L'argent n'achète clairement pas le bonheur. Non. Par contre, l'absence d'argent Ah, ça fait, apporte le malheur. ça c'est sûr. J'aimerais juste revenir sur le rythme circadien et oser parler de moi parce que c'est quelque Oui, chose que oui, j'ai, oui. parce que j'ai, c'est deux anecdotes auxquelles je pense qui, en fait, qui m'ont fait penser à ça parce que voilà, quand tu parlais donc de ton petit frère et de ton oncle, des anecdotes que j'ai quasiment jamais dites. Alors c'est pas des anecdotes avec une chute et tout, mais quand même c'est des choses qui tombent bien avec ce que tu disais. La première, c'est quand j'étais en première année de médecine. Première année de médecine en France, j'étais à Lyon. Objectif concours. Voilà, on est 2000, je sais plus combien, 2900 ou 2200. Bref, 2900. ouais, en première année. Et puis il y en a Dans que une deux. seule université? Ouais, toutes les, Vous ouais, aviez les cours en même temps ou? oui, oui. Dans différents amphithéâtres, en visioconférence et tout. C'était déjà en 2013-2014 du coup. Pardon. Faculté de Lyon-Est, Université Claude Bernard. Et ils prenaient, je sais plus, 220 ou 250 personnes pour le concours. Donc Sur les à peu près 2900. 10%. Ouais, je me souviens, c'est à peu près 9 ou 10%. Ok. Et bon, il y a cette histoire de carré, bisu et tout, donc les gens qui redoublent ou les gens qui réussissent du premier coup. Mais enfin, je dis ça parce que quand t'arrives juste la première fois, bah tu découvres les cours et t'es en compétition avec des gens qui ont déjà fait ça il y a pile un an et qui ont du coup qui refont la même année. Mais par rapport au rythme circadien, moi j'y suis allé en mode classique tout le premier semestre. Tout le premier semestre, je me couche aux heures comme tout le monde et puis je me lève aux heures comme tout le monde. Et j'ai fait, je sais plus, 290e ou un truc comme ça. J'étais, je crois, dans le numerus clausus, ou juste au-dessus. Je crois que j'étais... Non, j'étais dans le numerus clausus, j'en suis sûr. Bref. Ok. Et en fait, quand j'étais petit, de mes 7 ans à quasiment 14 ans, j'habitais à l'île de la Réunion. Sur l'île de la Réunion, j'ai eu des amis. D'ailleurs, je voulais même pas rentrer en France après 13 ans et demi. Mais et parmi ces amis-là, il y en a un qui s'appelle Lucas, que j'ai perdu de vue depuis, mais je le salue. On était en contact en fait pendant que moi j'étais en première année de médecine et lui aussi était en première année de médecine. Il était à La Réunion, toujours. Et il me disait,
Ouais, donc lui, il performait de ouf. Lui, il a fait genre cinquième ou je sais plus quoi. Et très intelligent le garçon de toute façon, vraiment, il avait que des bonnes notes et tout. Et il me dit ouais moi je me lève à 5 heures. Et là c'était la première fois que j'entendais ça en fait. Un mec qui se lève à 5 heures. Un jeune qui se lève à 5 heures. Même je crois même qu'il commençait à bosser à 5 heures, mais vraiment un truc de fou. Et ça rejoint le côté cortisol, adrénaline. En fait, euh, à partir de février, du coup donc début du deuxième semestre, je me suis dit écoute, je vais parier le truc, je vais faire un pari. J'ai rien à perdre, au pire je redouble. Euh, je vais m'arrêter de bosser à 18 heures. Les gens, ils vont me regarder bizarrement là où je travaille parce que voilà, on travaille dans une prépa privée où il y a tout le monde qui se regarde un peu genre ah, il part trop tôt, il part trop tard, nanana. Dans la bibliothèque. Ouais, c'est comme une bibliothèque où tu bosses les cours. Mais que de médecine. C'est vraiment dans un écosystème, t'es dans un microcosme quand t'es en médecine, hein, de la première à la dernière année. Ouais. Quand je dis dernière, c'est 65 ans. Ouais. Mais bref, et donc et je me dis bah allez, je pars à 18 heures. Je porte mes balls. Je me couche tôt et demain je me lève à 4h, 4h30. Et j'ai fait ça et j'ai refait ça. Bon, j'avoue que après 4h, 4h30, j'ai commencé à me lever à 5h, mais en tout cas toujours je me levais tôt, avant le lever du soleil et même au mois de mai. Donc jusqu'au mois de mai, le concours 15 mai. Et franchement déjà, ce que je dirais, c'est un niveau de focus le matin abusé. Ouais. Abusé. Je me réveillais, j'avais mon petit jus d'orange, mon thé, j'étais à peu près à jeun, je crois. Et après, je prenais mon petit déj. En plus, je crois que je faisais ça. Bon, j'avais pas encore des notions d'alimentation. Je prenais pas les les Chocoprince. Le pire truc. Et bref. Quand on est jeune, je pense qu'on arrive bien à réguler sa Ouais, glycémie ouais. et tout. C'était pas un problème. C'était vraiment pas un problème. Aujourd'hui, franchement, je mangerais des chocs à pic. Je me sentirais pas bien pendant la journée. Ouais. Donc, et vraiment niveau de focus abusé le matin pour apprendre des cours ou pour réapprendre des cours, très important au niveau mémorisation. Moi, je fonctionnais comme ça et je fonctionne toujours comme ça, c'est de bien apprendre dès le début et derrière de juste réactiver. Oui. Mais Mon bref. dossier dont je parlais, c'est exactement là-dessus. Ok. Ah, intéressant. Ouais, je te montrerai. Ok. Et donc, je vais raccourcir l'anecdote, mais bon niveau de focus. Ensuite, j'allais en cours, en amphithéâtre. Ensuite, je bossais et j'avoue, mais déjà à 17 heures, je commençais à piquer du nez presque. 18 heures, j'étais là, allez, où j'y vais. Et j'ai fait ça pendant donc quelques mois. Et toujours, il y avait ce regard bizarre sur toi, donc qui se fait Ouais, bon, démotivé. ouais. Après, on se dit toujours que les gens analysent énormément ce qu'on fait et tout. C'est en partie vrai, mais en grande partie, ils sont quand même focus sur eux-mêmes. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu des remarques. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, putain, mais tu pars tôt et tout. Puis après, du coup, j'expliquais. Je dis, ouais, moi, je travaille le matin en gros, quand tu dors, moi, je suis en train de travailler. Ouais. Et juste pour raconter les résultats, parce que ce qui compte, c'est les résultats. Un truc important, il y avait une matière qui s'appelait la SSH, Société, Sciences Sociales Humaines, Sciences, Société, Humanité, je sais plus. En gros, c'est un peu comme de la philo. Et j'aimais beaucoup cette matière parce que c'était la seule qui se faisait en dissertation. C'est la seule où tu as le droit de réfléchir par toi-même et où t'es pas en mode je coche des cases et je suis une machine qui coche des QCM. Et cette SSH, elle avait un coefficient de fou, coefficient 16, je me souviens. Ouf. Et c'était du coup le deuxième plus gros coefficient derrière l'anatomie spé, enfin la spé qui était coef 20, mais tout le reste, enfin ça c'était vraiment un énorme coef. Et je me suis totalement planté. C'était la première épreuve de la deuxième phase du concours en mai, 15 mai 2014. Et cette SSH, je me suis totalement planté à cause de ma lenteur. Vraiment à cause de ma lenteur. J'ai fait une bonne intro, j'ai fait la première partie et j'ai dû m'arrêter au milieu d'une phrase, au milieu d'un mot. Ce mot c'était difficulté, j'ai dû arrêter à diffi. Après levez-vous, nanana, 2900 personnes qui se lèvent. J'ai triché pour rajouter juste culté au mot difficulté depuis en étant debout. Mais j'ai vraiment pas pu finir. J'ai fait à peu près la moitié du coup de la dissertation que je voulais faire. Et ça vraiment, ça m'a fait mal. Et du coup, ça, j'ai fait 800e. J'ai quand même eu la moyenne à ce truc-là, mais bref, c'était quand même une mauvaise note. Ouais. Et à côté de ça, j'ai pas baissé les bras, ça c'est une chose importante.
quand même, c'est une base. Oui. J'ai pas baissé les bras. Je suis sorti de cette épreuve. Je suis allé manger avec mes 2 amis et j'en parlais pas trop. J'étais déjà focus sur la suite. Je me disais, ok, là, Loïs, t'es sorti du numerus clausus. J'ai vraiment underperformé, quoi. Et c'est le moment. Là, il faut que tu donnes tout. Chaque QCM compte. Tu vas être à un niveau de focus et tout pour euh, pour avoir une chance de revenir dans le numerus clausus parce que j'ai vraiment pas envie de redoubler à cause de cette SSH. Ouais. Et, euh, et du coup, je reviens et les 2 jours d'après et tout, bah, je donne mon max. Et ben en fait, j'ai amélioré mon classement malgré ce gros handicap de SSH coef 16 que j'avais vraiment raté. J'ai amélioré mon classement, je crois que j'avais fait 220, j'ai eu peur de me tromper, 224e, 200, un truc comme ça. Donc j'ai amélioré mon classement et je pense que c'est simplement pour une raison. Bon, alors 2 raisons. Première raison, j'ai pas baissé les bras au moment où il fallait performer. Oui. Et vraiment chaque QCM, je me concentrais, je me disais c'est là où les autres ils vont se tromper, et c'est moi et c'est parce qu'ils pensent qu'ils connaissent et moi aussi je pense que je connais, mais je connais plus et tout. Donc voilà, premier truc c'est d'être bien pendant l'action, mais aussi tout simplement préparation. Et préparation, c'est j'avais respecté mon rythme circadien et j'avais profité je m'étais un peu biohacké déjà à l'époque, Oui. dans le sens où j'avais compris que se lever tôt, t'as un pic de cortisol, d'adrénaline, t'es focus. Qui est parfois Et voilà, faut pas bosser jusqu'à 23 heures le soir. Il y a des gens, ils bossaient en médecine de 7 heures à 23 heures. Bon, il y en a qui sont passés, sont arrivés en deuxième année, mais d'autres, pas du tout. Et vraiment, Ouais, bah, pas du si tout. t'es fatigué, tu peux rien mémoriser. On parlait du rythme avec la régulation du stress. Mais soit t'es bah en fait, je sais pas si tu peux mettre un schéma peut-être une fois ou même Ouais, maintenant dans le podcast, mais t'as cette courbe de stress. Je vais vous faire la courbe comme ça. Où quand t'es tout en haut, où t'as ta régulation hormonale entre adrénaline, cortisol, noradrénaline, pour tout ce qui est lié au système nerveux. Si t'es en haut, t'es au top, c'est ouais, là où t'arriveras à performer en soi. ouais, Que ce soit activité physique, que ce soit activité mentale, ouais. que ce soit dans toutes tes activités. Mais si 7h, 23h, je pense que, ou juste travailler trop dans une entreprise, voilà, tu rentres en état de distress où t'es cortisol à fond, à fond, à fond, et qui fait que tu vas endurer, mais tu vas plus être efficace en fait. Tu vas plus assimiler la matière, tu vas plus pouvoir performer sur ton travail, Oui, tel qu'il soit. On parle là des études, mais ça va être la même chose au travail pour rester concentré sur une tâche, ouais. etc. Et, le rythme circadien, c'est ce qui permet de réguler justement cette sécrétion hormonale. Et ouais. Là, on a un exemple concret, t'as totalement compris, et puis Et c'est ça l'apprentissage quoi. fait intervenir le phénomène de neuroplasticité, le fait de Exactement, renforcer des connexions dans nos neurones. exactement. C'est un organe incroyable, Le le système cerveau, nerveux quand même, parce qu'il peut faire et refaire les voilà, connexions entre les synapses par décision. oui, Pardon. Oui. par décision. Bah, on Qu'est-ce décide qu'on d'apprendre quelque chose et du coup oui, on module notre cerveau. ah Alors oui, que si je dis à mon foie ou peu je crois que importe c'était un autre de concept, bouger, excuse-moi, oui. bah il va pas bouger. Alors que vraiment les neurones, il est soumis à aussi bah, à votre pensée, à votre sensation, perception et à vos émotions aussi et même bah voilà et au mouvement. Mais c'est un organe qui peut se moduler lui-même, qui Oui, va renforcer ses connexions neuronales et ce phénomène de renforcement des connexions neuronales, ce phénomène finalement aussi d'apprentissage, même si ça peut servir à d'autres choses que d'apprendre des choses, il se fait quand il tu se dors. passe pas quand tu fais l'action en soi. Non, jamais d'aller, C'est-à-dire qu'en vrai, tu jamais. n'apprends pas vraiment pendant que tu es en train d'apprendre. C'est quand même important d'apprendre, Yeah. de lire et tout. Mais en fait, la vraie neuroplasticité, ça a été prouvé qu'elle se fait en fait soit pendant le sommeil, en Oui, grande partie, soit pendant le repos, même si on n'est pas endormi. Mais le repos intense où on n'est pas endormi, non-sleep deep rest, oui, c'est les 2 moments, donc non-sleep deep rest et le sommeil, c'est les 2 moments où la neuroplasticité elle se fait. Et la neuroplasticité, en fait, elle est bien faite lorsque on a 2 transmetteur. transmetteurs ou modulateurs qui sont mis en jeu. C'est l'adrénaline et c'est l'acétylcholine. Oui, Et l'adrénaline, elle nous permet d'être en alerte, donc d'où le fait d'avoir ce bon pic d'adrénaline pendant un concours, pendant peu importe. Donc c'est ce que j'appellerais le bon stress. oui, Et l'acétylcholine, donc une fois qu'on est en alerte grâce à l'adrénaline,
je dirais comme ça. Et ben l'acétylcholine, elle nous permet de vraiment focus, de restreindre au maximum le focus. Ouais. Et cette acétylcholine, derrière, c'est elle qui va marquer les neurones comme un surligneur, comme un stabilo. Elle va dire... cette voie neuronale. C'est cette voie neuronale, c'est ça. C'est ce neurone-là qui va retenir ça, enfin qui est activé, qui sera réactivé et qui sera plus facilement réactivé parce qu'il a été tagué par l'acétylcholine. Exactement. Donc là, ta récupération de l'information au niveau de ton c'est ça. De ta mémoire, elle est beaucoup mieux. C'est vraiment ce fait de ok. Et c'est la réactivation dont on parlait. C'est la réactivation parce que d'un côté, quand tu apprends déjà à avoir une bonne méthode de travail, moi je suis par exemple, moi je suis beaucoup plus visuel. Tu me fais des schémas, surtout avec des chiffres. Donc t'as 5 informations. Dans la deuxième, t'as 2 informations à retenir. Je suis beaucoup plus comme ça. Je regarde toujours ailleurs quand je révise. Je regarde, même là maintenant en train de parler, je regarde souvent là-haut parce que c'est quelque chose qui m'aide à me focus. Je suis très visuel. Là, c'est la méthode de travail. Et là, on parlait justement de la régulation avec le rythme circadien. De régulation adrénaline, noradrénaline, acétylcholine, c'est qu'à la fin, quand tu vas pouvoir récupérer ton information, si tu n'as pas justement utilisé cette plasticité cérébrale qui s'opère pendant le sommeil, la récupération de cette information, bien même que tu l'aies bien encodée dès le départ, elle ne se fera absolument pas. Ouais. Elle se fera absolument pas parce que je pense que tu t'y connais mieux, mais la régulation avec la mélatonine, oui, tu vas capter bien des informations dès le départ, qui est faite au niveau du cortex préfrontal. Donc tout ce qui est concentration, etc., tout ce qui est la partie du cortex qui te... Enfin, c'est ce cortex-là qui te permet de te concentrer, de capter les informations. Mais plus loin dans ton cerveau, tu as tout ce qui est, sans rentrer trop dans les détails, je suis pas neurologue, donc voilà. Au niveau du système limbique, c'est là où en fait il y a les connexions qui vont se faire, et aussi avec les autres différents cortex. Et si je dis pas de bêtises, donc le système limbique, c'est une partie dans le cerveau, en bref, qui est beaucoup plus loin que le système cortex préfrontal, plus vers l'intérieur, et qui permet de créer ces connexions neuronales, et qui permet de faire les liens. Et c'est là où on va vraiment mémoriser une information, que ça soit comme les cours, ou que ça soit à un moment donné aussi, j'ai pas d'études qui le prouvent, mais la plasticité cérébrale, ça agit surtout sur votre, en tant qu'entraîneur, sur votre mouvement. Pourquoi des haltérophiles? Je parle d'haltérophilie, mais ça peut être la même chose comme pour des gymnastes. Mais pourquoi on fait des séances qui sont tranquilles, légères, mais qui cérébralement sont hyper intenses? Nerveusement, tu es très fatigué. Parce que tu vas travailler sur des détails, tu vas travailler sur des répétitions de mouvements, c'est du détail, c'est tout le temps du détail, et pour améliorer ta gestuelle en soit, mais tu t'es fatigué à la fin. Cérébralement, t'es fatigué, et tu peux juste pas performer si t'as pas bien récupéré, si t'as pas bien dormi, non, donc ta gestuelle ne va jamais venir. Donc, cours, au final, que ce soit des papiers, exactement des papiers, tu révises des cours, etc., ou que ça soit une gestuelle, ton corps, en fait, il passe de toute façon tout par ton système nerveux. Ton système nerveux est régulé par la mélatonine. Et ça, c'est ça. Et le système nerveux commence dès l'œil. C'est vraiment très important. Dès l'œil. C'est ce qui fait que ça peut être compliqué d'en parler ou de retenir ou de comprendre. Parce qu'au final, nous, on pense œil égale vision, mais en vrai, les orbites, ils sont arrivés dans notre évolution d'abord pour percevoir la lumière, et pas pour voir en vrai, et pas pour avoir la vision, mais vraiment percevoir la lumière. Oui. Par exemple, les serpents, ils ont comme un trou dans leur squelette, ce qui leur permet d'avoir accès à la lumière directement au niveau de leur glande pinéale. Alors que nous, c'est pas le cas. Nous, on a besoin de ces cellules-là, les IPRGC dont je parlais, donc Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells, pour faire le relais jusque dans les noyaux suprachiasmatiques et dans la glande pinéale. Mais donc la lumière est très importante pour. En fait, la lumière, c'est le premier facteur qui régule notre horloge biologique. Il y a d'autres choses. Par exemple, donc c'est l'alimentation, activité sociale, sport. Ça a aussi un impact sur notre rythme circadien. Mais la première chose qui régule notre rythme circadien, c'est la lumière. Et du coup, j'aimerais juste parler aussi de la deuxième anecdote que je voulais dire sur mon rythme circadien en tant qu'étudiant en médecine quand j'étais étudiant. Oui.
Bon, on est toujours étudiant toute la vie, mais Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. quand j'étais officiellement étudiant sur le papier, inscrit à la fac. Deuxième année de médecine, donc ouais, c'est la fête, on passe en deuxième année et tout. Et en vrai, j'allais pas trop bien en deuxième année de médecine. Ouais, comme un peu comme tout le monde, je dirais pas comme tout le monde, mais comme tout le monde, il y a tout qui va pas au même moment. Et en grande partie, moi, c'était le sommeil. Donc, je parlais juste du sommeil. Mais donc, je dormais mal. J'avais vraiment des grosses insomnies. Je me retrouvais sur YouTube à 4 heures du matin sur la chaîne de Benjamin Lubzinski sur comment voilà que faire en cas d'insomnie. Ok, ouais. Vraiment tous les trucs sur YouTube et tout. Ce qui sont d'ailleurs c'est des très bonnes vidéos. Et je suis très content qu'il y ait des gens qui soient très humains et qui soient sur YouTube et qui permettent de soigner à distance comme ça. C'est une chance aujourd'hui. Mais voilà, YouTube c'est immense, on peut tomber sur plein de choses différentes. Et du coup, problème de sommeil, entre autres. Et en fait, j'ai rencontré en deuxième année de médecine un ami qui s'appelle Marc-Antoine, qui lui faisait les championnats de France de triathlon quand il était au lycée. Ok. Et moi, quand j'étais en première année de médecine, j'avais arrêté mon sport qui était le tennis de table, que j'adorais, qui était en salle, donc voilà, qui était à l'intérieur, Tu faisais lumière quand même encore un artificielle. peu d'activité physique ou Et du coup, en première année, je faisais le dimanche, j'allais courir un petit peu avec un autre ami qui s'appelle Nicolas. Ok. Mais la semaine, typiquement, tu faisais pas La de... semaine, franchement, je faisais pas de sport en première année de médecine. Et Ouais. en deuxième année, là, on a plus de temps, en théorie, parce qu'en vrai, on a des cours comme ça, mais tu les révises une semaine avant les partiels, bref. Et Ok. mais j'avais quand même plus de temps. Et là, je me suis dit, ouais, je reprends le sport. Et surtout que je dormais mal, en fait. Et je pensais que je courais bien, parce que voilà, toutes les semaines, j'avais couru en première année. Je pensais que je courais bien, et je courais à 12 à l'heure et tout. Et puis, je vais courir avec ce Marc-Antoine qui faisait les championnats de France de triathlon. Ouais. Et donc Marc-Antoine, lui aussi, quand même, c'était pas entraîné pendant la première année de médecine, mais un niveau de ouf. Et là, en fait, je comprends la différence de niveau. Et pour dire que cette différence de niveau, elle m'a plus que motivé, elle m'a fait découvrir une grosse partie de la vie, je pense. Cette différence de niveau, bon, j'aurais pu réagir différemment, j'aurais pu me dire, ouais, je suis nul, le sport c'est pas pour moi, et puis je me serais jamais réexposé au sport. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Je me suis vraiment, je me suis surmotivé à me dire, ok, en fait, je suis nul, il faut que je fasse un step up en sport en course à pied notamment. Donc en fait quand on allait courir et notamment à Fourvière en montée comme ça, il faisait à chaque pas il faisait 50 centimètres à 1 mètre de plus que moi, je sais pas, mais Ouais. c'était impressionnant. Je me disais mais comment son cœur fait pour tenir ça, Ouais. et ses jambes et tout. Oui. Et résumé de cette histoire là, je me suis exposé à la lumière naturelle, c'est-à-dire que je suis sorti de chez moi beaucoup plus, même en hiver, et je suis allé courir. Et puis même après, avec Marc-Antoine, à partir de 2017, on a commencé à faire beaucoup de vélo. Il m'a fait découvrir le vélo, quoi. Et, Ouais. là, mind-blowing, je dirais. Mind blowing. Mais sans passer par le vélo, juste en course à pied, le fait de sortir et d'aller courir. Et après, j'ai commencé à aller à courir dans des sentiers. Puis ensuite, j'ai commencé à courir en montagne. Et en fait, en plus de la lumière naturelle, ça m'a apporté une vraie connexion avec la nature. Et donc avec ma nature. En plus, je mettais pas d'écouteurs et tout. Donc j'étais Que ça sent sur tes vraiment, ressentis, voilà, sur tes sensations. c'est ça, et j'étais pas sur du béton. Après, il y a des gens, ouais, ça fait mal aux genoux et tout. C'est faux. De quoi? Si on fait le trail, c'est Non. c'est faux si t'as la bonne technique de course. C'est ce qui fait mal aux genoux, c'est de faire des marathons sur du béton. Ça, Ouais, c'est sûr. nos articulations, elles s'y sont pas habituées. Ouais, ça c'est sûr. Et juste pour, du coup, le message de cette anecdote-là, c'est que j'avais vraiment des gros problèmes de sommeil. J'ai commencé le sport sérieusement. J'ai commencé à être dehors sérieusement, c'est-à-dire que je passais une grosse partie de ma journée dehors. C'est vrai qu'il faut avoir la possibilité de le faire, mais là, en deuxième année, j'avais la possibilité de le faire. Problème de sommeil, en grande partie résolu. Vraiment, et au-delà du sommeil, j'allais mieux. J'allais vraiment mieux. Et en plus, j'ai énormément progressé après en sport. Oui. Donc ça a nécessité quand même de courir tout seul et puis de courir aussi toujours avec mon ami Marc-Antoine pour que je me dise toujours ouais, je suis toujours nul, je suis toujours nul, je suis toujours nul. Puis au bout d'un moment, je suis un petit Et peu il moins continue nul, un petit encore peu moins même nul, un petit peu moins nul. ce Marc-Antoine. Il court un peu, il fait toujours un peu de vélo, mais ce qui est incroyable avec Marc-Antoine, c'est qu'il a une mémoire en fait, c'est une mémoire musculaire et Oui. même cardiaque Qui est impressionnante. impressionnante. Il est capable de passer. Je vais donner un exemple. Mais Marc-Antoine, c'est, je pense, la définition du talent en sport. Peut-être un peu de génétique, mais
C'est il y a 3 ans là. J'ai plein d'exemples où Marc-Antoine il est incroyable en sport. Mais il y a 3 ans par exemple, il a fait ou 2 ans. Il y a 2 ans. Moi je l'ai pas fait. Il a fait un Ironman. Ok. C'est 2021. Ouais. Il a fait un Ironman. Il a fait un super score, super classement. Je crois qu'il a fait 900e ou quelque chose comme ça. L'Ironman de Vichy. Euh, sans s'entraîner. En fait, après sa 6e année de médecine. Donc après, Quand il est rentré en internat, en assistanat. en fait, après avoir bossé comme un fou sur son concours, Oui. sans vraiment s'entraîner, et il faisait quelques sorties vélo de temps en temps, Oui. alors qu'avant un Ironman, c'est 4 km et quelques de natation, ou peut-être juste 4 km, ensuite 180 km de vélo, et ensuite un marathon, 42 km 195. Donc il a fait ça, et il a fait en entraînement, une seule sortie course à pied. Une ou 2 semaines avant, il a un week-end, il a dit, il m'a dit, je suis allé courir, j'ai fait un semi-marathon, donc il a couru juste 21 km une semaine avant, ou 2 semaines avant, je sais plus. Juste faut le faire quand même. Il a dit, ouais, faut le faire. Bon, ouais. ça se fait. Pour Marc-Antoine, ça se fait. Voilà. Mais il l'a fait, et puis ces mots, je l'ai fait pour me rassurer. Donc pour se dire que ok, en fait je sais toujours courir en gros, et je vais pouvoir faire l'Ironman. L'Ironman, il a vraiment performé. Donc voilà, petite parenthèse sur Marc-Antoine, mais qui a vraiment construit aussi une grosse partie de ma philosophie, et qui m'a permis de mieux dormir, mieux vivre, optimiser mon rythme circadien, découvrir l'outdoor en fait, parce que moi j'étais là à faire que du tennis de table, ce qui est un sport magnifique. Mais l'outdoor, c'est juste génial. On est fait pour être à l'extérieur. Bon, là, on est à l'intérieur parce que vraiment il pleut et que vous seriez On pas aurait voulu content. faire ça dans le jardin. Mais voilà, la fin de ma deuxième anecdote. Je suis désolé de beaucoup parler, Non, mais c'était 2 choses auxquelles je pensais par rapport au rythme circadien, et des exemples concrets, parce que bien sûr, on peut parler de science, mais ce qui compte aussi, c'est le concret, c'est ce qu'on en fait. L'objectif, c'est de permettre aux gens, en fait, de faire ce qu'ils rêvent de faire, de faire ce qu'ils rêvent de faire. Et pour le faire, il faut avoir ces bonnes bases. Ouais. Il faut avoir les bases de la pyramide. Et donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et bien sûr, ça n'attire pas tout le monde, parce qu'il y a des gens, ils veulent juste le sommet de la pyramide, ils veulent qu'on dise, ouais, prenez tel complément alimentaire. Mais non. Ouais, ça c'est sûr. Et tel complément, tel médicament, Ouais. c'est comme on pense aux sportifs qui sont professionnels, et voilà. Et les sportifs amateurs qui se dopent, on va parler peut-être un peu de dopage. Il y a beaucoup de sportifs amateurs qui se dopent très tôt. On avait vu ça. J'ai vu ça en course, et qu'il y a beaucoup de sportifs amateurs qui font des marathons, hein, mais au niveau encore amateur, qui se dopent, etc. Mais qui n'ont jamais. C'est comme les mecs à la salle qui n'ont pas atteint leur potentiel naturel, et puis qui veulent faire du bodybuilding en compétition. Mais ils ont encore des années avant d'arriver au summum naturel, et qui commencent déjà à prendre des produits, alors que ils vont dire oui, tel ou tel athlète, mais tu sais, aux Jeux Olympiques, blablabla, ils sont tous dopés. Il y a beaucoup de dopage dans le sport professionnel, etc. Mais eux déjà sont génétiquement blessed, comment on peut dire ça, ils sont génétiquement très doués, enfin bénis exactement. Ils sont très très forts, ils sont poussés à bout, et pour leur dopage, ils ont leur médecin pour ça, quoi. C'est pour ça que, enfin, ils ont leur propre médecin qui suit tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, on fait un peu ce parallèle avec du dopage, mais c'est exactement la même chose avec les bases de l'alimentation, du sommeil, voilà, c'est ça. Pourquoi vouloir prendre tel complément, voilà, voilà, une base, c'est une base, un complément, c'est un complément. C'est pour se complémenter de ce qu'on doit avoir déjà de base, et puis tout est dit, en fait, c'est la sémantique du mot, quoi. Ouais. J'aimerais juste aller aux toilettes. Ok, petit pipi fait, comme le disait mon médecin. Des cellules hydratées, c'est des cellules qui fonctionnent. Exactement. Donc, on parlait de compléments, mais j'allais donner quelques conseils concrets, vérifiés bien sûr par la science, sur comment optimiser naturellement son rythme circadien. Donc il n'y a pas que faire du sport le matin. Ça, c'est, j'irais presque accessoire. Bon, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre exposition à la lumière, comme je disais, et donc c'est d'être dehors
et de voir, c'est que nos cellules ganglionnaires de la rétine, elles voient la lumière dès le réveil. Dès le réveil, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens, la première chose qu'ils voient, c'est la lumière de leur téléphone. Ils vont pas forcément ouvrir les volets. Ils vont rester à l'intérieur. Et or, les fenêtres réduisent énormément, 50 fois, la, la transmission lumineuse, en fait, la qualité de la lumière, si je puis 50 dire. fois? Ouais, 50 fois, ouais. 50 fois. Et les lunettes de soleil, c'est bien plus, c'est jusqu'à 1000 fois. Mais Ok. si vous voulez, là, être enfin, être exposé à la lumière à travers une fenêtre, Mais c'est 50 fois moins bien que d'être juste un mètre plus loin là, juste d'être dehors. ok. Pour notre rythme circadien, pour notre perception de la lumière. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'être exposé à la lumière naturelle, si possible même de voir un lever de soleil. Le mieux, c'est de voir le lever de soleil. Quand on était humain, j'ai envie de dire, pendant des centaines de milliers d'années, on voyait les levées de soleil. Maintenant, on les voit plus parce qu'on est à l'intérieur et parce qu'on pense qu'il fait froid et que du coup, enfin bon, en hiver on pense qu'il fait froid, en été on pense qu'il fait trop chaud, mais c'était quelque chose c'est quelque chose qui a toujours permis de au mieux réguler notre horloge biologique. C'est donc ça, c'est de voir le soleil euh, le matin, de pas forcément se brûler les yeux à partir du moment où on a mal aux yeux, il faut direct arrêter, c'est sûr, il faut pas se brûler la rétine. Par contre, on peut regarder le ciel, on peut même un peu regarder le soleil en fonction de la luminosité, s'il y a un peu des nuages et tout. Et deuxième chose, c'est que normalement, quand le soleil se couche, on est déjà en train de préparer notre sécrétion de mélatonine, on est déjà en train de quasiment dormir en fait. Or, aujourd'hui, quand le soleil se couche, on a cette chose qu'on a inventée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le soir, alors alors qu'avant c'était la nuit. Ouais. Et bon, à moins qu'il y ait vraiment de la lumière grâce à la lune, mais avant c'était la nuit. Maintenant c'est le soir et on fait des choses le soir. Donc déjà, plus sur le plan du rythme circadien, c'est pas le top de faire des choses vraiment le soir. Même si c'est important quand même de rester connecté socialement et tout, mais donc voilà, faut vivre avec son temps aussi. Je dis pas de Il y a une retourner dans des différence, cavernes. ouais, voilà, il y a une différence entre faire des choses le soir, voir des amis, Ouais. écouter de la musique. Hier soir, j'étais encore avec des amis, Mm. on écoutait des vinyles, Mm. on se marrait bien. Différence entre ça, il y a le social, c'est hyper important, Mm. surtout le circuit de la récompense, etc. Quand on travaille difficilement, que ce soit des cours, du sport ou le Mm. travail. Et les jeux vidéo, typiquement. Ouais, ouais. Ouais, et passif de gamer, j'en ai un sacré. Euh, mais voilà, on nous a fait croire, enfin, on nous fait croire, et je pense que ça c'est basique hein, ce que je dis, mais que voilà, c'est normal de jouer aux jeux vidéo le soir, c'est normal de regarder les émissions de télé Mm. hyper tendance, branchées le soir, etc. Euh, mais c'est pas le moment, non, c'est pas le moment idéal, quoi. Non. Tout ce genre de choses, tu devrais le faire limite en vacances, en week-end, mais la journée, voilà. Le soir, c'est fait. Je pense si, bah voilà, pour avoir un rythme de vie qui soit correct et pas se couper du monde, c'est les interactions sociales, c'est lire des livres, c'est la musique, c'est bien cuisiner, la famille. C'est ça. Genre À de à la choses. fois parce que les activités vont nécessiter une activité cérébrale qu'il ne faudrait pas forcément activer en fait Exactement. une fois que le soleil s'est couché, ou peu activer, ou en tout cas pas autant, mais aussi et surtout parce que elle nécessite de voir des choses et donc elle nécessite la lumière artificielle. Lumière Exactement. artificielle qui est une très mauvaise lumière comparée justement à la qualité de la lumière naturelle qui est un spectre de lumière continue, alors que la lumière artificielle aujourd'hui, c'est quoi? C'est les Light Emitting Diodes, LED, et les lampes fluorescentes. Et ces deux types de sources de lumière, c'est vraiment spécifique au 21e siècle, jusqu'à maintenant, par rapport au 20e siècle, parce qu'au 20e siècle, en fait, on utilisait les lampes à incandescence, qui étaient, enfin des ampoules à incandescence qui émettaient une couleur encore relativement chaude. Or, quand je dis couleur chaude, c'est orange, rouge à peu près. Ça, c'est des longueurs d'onde longues dans le spectre de lumière visible. Alors que la lumière bleue, aujourd'hui, c'est utilisé. Si vous regardez les phares des voitures, c'est blanc, froid, très fort. Pourquoi? Parce que ça, c'est des LED qui émettent un pic de lumière bleue qui est à courte longueur d'onde
donc à très forte énergie. Il y a une relation. Je vais juste en parler rapidement, mais c'est E égale H nu. L'énergie est proportionnelle à la fréquence d'une onde. Et or, la fréquence nu égale 1 sur lambda, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc, en gros, E égale H fois 1 sur nu, c'est-à-dire énergie égale inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie est élevée. Plus un photon de lumière il a une longueur d'onde courte, donc, ce qui définit par exemple la lumière bleue. D'ailleurs, c'est pour ça que le bleu est à l'extrémité d'un arc-en-ciel toujours. Bref, plus la longueur d'onde est courte, plus son énergie est élevée. Et ça, du coup, c'est ce qui active le plus notre système, notre cerveau, et qui supprime totalement la sécrétion de mélatonine. Voilà, ça aussi, c'est évidemment prouvé. La sécrétion de mélatonine, elle est supprimée par la lumière, et c'est tout simple, c'est tout logique. C'est notre cerveau, notre œil, quand il voit de la lumière, il dit à notre cerveau et à notre glande pinéale, ouais, c'est le moment d'être actif et tout, alors que c'est pas le moment. Voilà. Et deuxième chose, ou plutôt troisième chose, pour optimiser son rythme circadien concrètement, au-delà du fait de se protéger de la lumière bleue, on va pas en parler, j'ai pas forcément envie d'en parler dans ce podcast parce que c'est tellement un gros sujet enfin dans ce podcast, je veux dire dans cet épisode-là, parce que c'est tellement un gros sujet, je pense qu'on en reparlera, j'en reparle dans tous les cas. Mais optimiser naturellement son rythme circadien aussi, sans parler de lunettes anti-lumière bleue, en particulier le soir, c'est voir le coucher de soleil aussi. Voir le coucher de soleil, parce que c'est ce qui permet de vraiment dire à notre cerveau, ok, c'est la fin de journée, ok, là on va être capable de sécréter notre mélatonine. Voir le coucher de soleil, c'est la meilleure chose à faire après avoir vu le lever du soleil pour voir une bonne horloge biologique. Et je pense à une communauté aux États-Unis qui s'appelle c'est les Amish, qui viennent d'Alsace à la base. Et en fait, c'est une communauté qui est réputée comme étant la plus heureuse, l'une des plus heureuses sur Terre. Et bah eux, ils utilisent toujours pas d'électricité. Ils labourent les champs avec des chevaux, tu vois. Ils n'utilisent vraiment pas de tracteur, pas de tout ça. Oui. Il y a une vraie communauté, une vraie entraide. Toujours, voilà, il y a une solidarité impressionnante. Et ben, ils se couchent à 19h. Bon, enfin, ils respectent les saisons, donc là, quand je dis 19h, ça doit dépendre des saisons. Mais ils se couchent à 19h, ils se lèvent à 4h du matin. Et ils sont à 5h du matin, ils sont en train de traire les vaches, en gros. Ouais. Et ils sont contents, intelligents, performants. Ils vivent en communauté. En gros, j'ai envie de dire, ils ont compris les choses de la vie. Moi, je pense moins souvent malade. Hein. Et ouais, j'imagine. Moi aussi. Je peux pas le confirmer, mais j'imagine. Donc, voilà, ils sont aux États-Unis et c'est aussi une inspiration, je pense, d'une vie bien vécue parce qu'on voilà, on n'est que de passage et, on a tendance à s'éloigner de ça, à vouloir se biohacker, mais à se biohacker en se concentrant sur les choses qui vont nous empêcher justement de nous hacker. Donc, par exemple, quel va être le complément alimentaire qu'il va falloir que je prenne. Il faut que j'apprenne encore plein de choses alors que c'est le soir et du coup on va sortir un écran et en fait c'est contre-productif. Exactement. Si on ne se protège pas de la lumière bleue. Voilà, plein de petites erreurs comme ça au lieu de tout simplement aller dormir ou alors justement de se réveiller tôt. C'est juste comme ça. Donc se réveiller tôt, voir le lever de soleil, être exposé à la lumière pendant la journée, manger dehors le midi par exemple. Oui. Même s'il fait froid. Ouais, même s'il fait froid. Ouais. Et on lève la tête et puis on regarde les nuages. Ouais. Ça, j'ai pensé. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. On s'est envoyé une vidéo d'ailleurs. Oui, ça. Il fait froid. Ouais. L'instant-ci, voilà, il fait pas beau. Mais voilà, comme tu disais, le défi un peu l'hiver, faut pas voir l'hiver comme étant, voilà, il y a moins de soleil, il fait moins chaud, moins de facilité à aller au bord de la plage, au bord du lac, etc. Mais juste d'aller faire une balade à l'extérieur. Alors moi, je me mettais un peu de musique, je fais 30 minutes dehors, c'était super. Je me sentais juste plus vivant qu'être toujours dans cette zone de confort où je travaille, il fait chaud, il fait beau. Ce qui est cool, hein, franchement j'adore mon travail, le travail est incroyable, magnifique, mais des fois il faut se mettre un petit peu, juste
le départ. Ouais. Juste, je sors à l'extérieur. C'est ça. Ça fait mal. Mais par contre, dès que tu es à l'extérieur et que tu vis justement la vie comme, entre guillemets, elle doit être vécue à l'extérieur, en tant qu'humain, ouais, juste en tant qu'humain, tu mets de la musique, tu sors, tu essaies de mieux te connecter avec la météo, indirectement à la nature. Tu te sens beaucoup mieux parce que tu as vécu quelque chose qui est totalement différent de ce rythme. Si je fais un grand parallèle métro boulot dodo, et puis et voilà. Comme quoi, voilà, l'hiver, il faudrait juste un petit peu arrêter d'être dans cette mentalité. Il fait moche, il fait moche, il fait moche, il fait moche. Non, c'est la nature, elle est faite comme ça, c'est beau. S'il pleut, c'est beau. S'il y a de la grisaille, c'est beau. Les nuages, va ouvrir un livre, étudie les nuages. C'est magnifique les nuages, tu vois. Tout comme la neige, il fait froid, mais c'est pourquoi tu ressens le froid? Parce que voilà, c'est du corps humain, c'est ça, c'est de la chance. J'ai envie de rebondir sur au moins 10 choses que tu as dit. Mais c'était très vague, mais c'était très profond. Ah non, c'est vrai. Déjà, je pense que les photographes de paysages seront d'accord avec moi, mais les plus beaux ciels, c'est quand il y a des nuages. C'est pas un ciel bleu, bleu, bleu. Et l'hiver, ce que j'aime dans l'hiver, c'est que c'est un challenge. C'est que aussi. Mais je pense qu'on nous a fait croire beaucoup que c'est une mauvaise saison, l'hiver, l'automne. On nous a fait beaucoup croire que c'est une mauvaise saison parce qu'on idéalise l'été. Et on aime l'été, je pense que pourquoi on aime l'été, c'est parce que c'est surtout pour la vitamine D, on emmagasine. Pour la vitamine D et pour les vacances, en fait. Oui. Mais en fait, les gens sont heureux en été. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plus de lumière. Déjà, c'est point numéro 1. Ça, c'est sûr. Ça, c'est prouvé. Ça, on va pas revenir sur le débat. Enfin, si tu veux. Mais ça, c'est prouvé, c'est logique. Mais on nous a fait un petit peu détester les autres saisons, alors que c'est. En fait, plus on déteste les autres saisons, plus on nous a fait croire que c'était des mauvaises saisons, plus on rentre dans cet état de limite de dépression. Ah, c'est l'hiver, c'est l'automne. Alors que non, il y a des très belles choses dans cette période-là. Ouais. En fait, l'hiver, je pense, est fait pour qu'on se renforce. Il est fait pour qu'on se renforce, il est fait pour qu'on devienne meilleur. Oui. Et c'est une opportunité en fait. C'est une opportunité pour être un peu plus chez soi, certes, c'est obligatoire. Et lire plus, apprendre plus en fait. C'est une opportunité. Et par rapport à l'été, alors pourquoi là on parle de ça? En fait, on est toujours dans le premier sujet, ce qui est super. Parce que le premier sujet, au final, certes, on parle du sommeil pour attirer l'attention parce que ça parle direct aux gens, mais en vrai, c'est rythme circadien et de façon plus générale, c'est rythme des saisons. Et notre rythme des saisons, d'ailleurs, il est régulé par la mélatonine. Il est régulé aussi par la glande pinéale. Donc la glande pinéale, la mélatonine, c'est pas que le sommeil. C'est sans parler même de tous les autres effets physiques et psychologiques de la mélatonine. Mais la mélatonine sert aussi à réguler comment on vit les saisons. Et par exemple, elle est liée à une dépression en mélatonine, une baisse en mélatonine est liée aux troubles affectifs saisonniers, à la dépression hivernale. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est pourquoi les gens aiment l'été. C'est aussi parce que je pense que là, on s'est déconnecté des saisons au point que en été, et c'est ça que je n'aime pas dans la société moderne, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette marque et ma marque, et quand on crée quelque chose qui nous fait vivre aussi et qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous permet de travailler sans jamais vraiment travailler, j'ai envie de dire, parce que c'est une passion. Mais en été, on est fait pour travailler. En été, on est fait pour, si je résume la chose, c'est se lever à 5h du matin, se coucher à 22h, et il y a de la lumière, on travaille. On peut se reposer aussi pendant les périodes de lumière, d'accord, il n'y a pas de souci, on peut faire des siestes et tout. Mais il y a de la lumière, on travaille. On est là, on est dans les champs à travailler. Avant, on était chasseurs-cueilleurs. Et on fait des réserves. On fait des réserves parce que l'hiver arrive. Ça, c'est pendant l'été. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pendant l'été? Les gens, ils partent 2 mois en vacances. C'est pas pour critiquer les gens, c'est pour critiquer la société. On nous fait travailler, du coup, dans la société moderne. On nous fait travailler comme des fous pendant l'hiver, alors qu'on devrait se reposer. On devrait apprendre, on devrait se retrouver ensemble d'ailleurs. On devrait passer du temps ensemble.
Et là, non, c'est les moments où les gens travaillent le plus vraiment dans nos sociétés, c'est pendant l'hiver. C'est là où du coup ils sont déprimés. Et, euh, et en été, là, ils vont en vacances et la vie est belle. Mais la vie est belle que du coup 1 ou 2 mois par année. Ou enfin, ou 3 ou 4 mois. Alors que la vie devrait être belle 12 mois par année. Oui, La vie est dure, mais la vie est belle. oui, tout à fait Et, d'accord. et l'hiver est dur, mais l'hiver est beau. Avec mon ami Harbour, Ça on regarde, fait, là. on fait du sport dehors, on fait du street workout dehors. On attend l'hiver avec impatience. Et là, maintenant qu'on y est, on est content. Le lac, il est froid, on est content. Pour différentes raisons. Désolé, j'ai faim. Mais pour différentes raisons. Mais par exemple, celle que, ok, il fait froid, c'est le moment de se tester, c'est le moment de se renforcer, c'est le moment d'apprendre plus de choses, c'est le moment où on se pose aussi, en fait, où on a fait la grosse partie du travail déjà. La grosse partie du travail, c'est l'été, on récolte à l'automne, et en hiver, on profite des réserves qu'on a pu faire. En théorie, c'est ça, le rythme des saisons. Et le printemps, c'est quoi? C'est l'opportunité, c'est on ressort, et il faut profiter du printemps Mhm. pour aller. C'est là où on rencontre les gens, c'est là où c'est la saison des amours, c'est là où. Toujours se mettre en couple en printemps. Ça va durer, ça va durer. Conseil, Ouais. conseil. Complètement. Et donc voilà, la vie c'est des saisons. Et c'est pas moi qui invente ça, hein, je suis pas du tout. Là, c'est fait comme ça, c'est juste la Terre qui tourne autour du Soleil. Ouais. Et le fait d'en être conscient nous permet d'optimiser notre rythme circadien et de vivre plus heureux en fait et plus accompli. Parce que, bon, est-ce qu'on cherche le bonheur ou pas? Ça c'est une question philosophique, mais de vraiment de faire plus de choses qui ont du sens pour nous et qui sont utiles pour les autres. Et comment ne pas faire ça quand on comprend pas ou quand on n'accepte pas le changement des saisons? Oui, tout à fait d'accord. Je pense que t'as tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Non, t'as tout dit dans le sens où moi, je sais pas si j'arriverai à rajouter quelque chose là-dessus. Printemps, saison des amours. L'hiver, oui, tout à fait. J'emprunterai quelques mots à Jim Rohn par rapport à l'été. Ce que je trouve intéressant à ce que dit Jim Rohn, c'est que c'est fait aussi pour. Je sais pas c'est qui Jim Rohn. Jim Rohn, c'est un Américain Oui. qui a grandi à la ferme dans l'Idaho, je crois. Il a, ouais. Et après, il est devenu entrepreneur grâce à une belle rencontre. En rencontrant un mentor. Il avait 27 ans. Mhm. Non, il avait 26 ans. Il a rencontré un mentor et il s'est dit, mais si seulement je pouvais être comme lui, si seulement je pouvais apprendre les choses qu'il a visiblement à m'apprendre. Et il lui a appris plein de choses. Et il est devenu entrepreneur après. Il a progressé. Et c'est vrai que l'une des premières règles en fait de la vie ou l'un des premiers conseils de Jim Rohn, en tout cas il parle beaucoup des saisons, la vie c'est des saisons, et de comprendre voilà, que chaque saison a ses spécificités et que les renier nous amène à répéter les erreurs, je pense. Oui. Enfin, il ne le dit pas ça, mais je pense que voilà, le renier des choses aussi naturelles que ça, ne pas comprendre ou ne pas apprendre ça. D'ailleurs, on ne l'apprend pas vraiment à l'école d'ailleurs. Mais c'est des choses qui nous amènent à répéter des erreurs, alors que les comprendre, c'est en fait c'est comprendre comment on a évolué au final. C'est donc comprendre une partie de notre histoire, et c'est du coup maximiser nos chances de réussite de nos projets, de réussite de notre vie en fait. Hein. Par rapport à ce qu'il disait sur l'été, euh, Jim Rohn est vraiment génial. Hein. Mais ce qu'il disait sur l'été, c'est oui, c'est fait pour travailler, et c'est fait pour en fait pour protéger, parce que une loi, c'est tout ce qu'on fait de bien sera forcément attaqué. On fait une bonne vidéo, par exemple, il y aura des haters dessus. Si j'ai pas de haters, je me dis que j'ai fait du mauvais travail un jour. Oui. Tu vois. Oui. Et donc quand on fait de l'agriculture, quand on laboure la terre, on a, je sais pas, bon, je suis pas fermier, mais il y a les insectes, il y a plein d'ennemis qui arrivent pour attaquer notre blé. Oui. Donc ça, c'est une grande chose, c'est vraiment de protéger ce qu'on fait, et aussi d'une certaine façon d'attaquer.
d'être capable d'attaquer. Pendant l'été, c'est aussi aller à l'attaque. Donc, et l'exemple magnifique que je trouve qu'il donne, Jim Rohn, c'est notre corps humain. Et ça, quand il a sorti cette comparaison-là, j'étais là, mais magnifique. Euh, Dans notre système, on a un peu deux types de cellules qui se baladent dans notre sang. Bon, il y en a d'autres, hein. Mais vous êtes d'accord qu'il y a les globules blancs et les globules rouges. Oui, exactement. Et ben, si on y réfléchit, et j'avais jamais pensé à la chose comme ça. Pourtant, globule blanc, globule rouge, Là, tu viens j'en de ai penser entendu parler. maintenant. Ouais. Ouais, j'y ai pensé quand. En fait, c'est par rapport à l'été, hein, toujours, hein. C'est Oui. protéger et attaquer. Et ben, c'est ça dont je vais parler. C'est les globules rouges, ils sont là pour protéger. Les globules rouges, ils sont là pour nourrir, en fait. Oui. Plutôt que protéger, c'est nourrir. Nourrir notre corps. Ils apportent l'oxygène à nos muscles, à tout. Ouais, aux cellules. Les globules rouges, c'est vraiment pour. Ils sont là pour nous animer. Oui. Et les globules blancs, heureusement qu'ils sont là. Pour Et nous ils protéger. sont méchants. En fait, il dit heureusement qu'ils pensent négativement toute la journée, ces petits bonhommes. Oui. C'est important de penser négativement un petit peu. Parce que si on pense que positivement en mode globule rouge, oui, on va protéger, on va nourrir, on va nourrir, on va nourrir, bah après on se fait attaquer. Donc en fait, il faut être capable de répondre à des attaques. Les conflits, c'est vraiment une grande loi de la nature. Et renier ça, c'est renier la nature. Et donc, je dis pas de faire la guerre, mais je dis de savoir se protéger et puis donc d'attaquer. Et les globules blancs, eh ben, ils pensent négativement toute la journée dans le sens où ils voient un microbe, bah, ils le tuent. Ils voient un cancer, bah, ils le tuent. Une cellule cancéreuse, c'est le système immunitaire, les leucocytes, les globules blancs, ils sont faits pour ça. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'immunothérapie est l'un des traitements à plus fort potentiel pour les cancers, le cancer Oui. du poumon et tout. Là, on est en train de dire, ok, en fait, le but, c'est pas de tuer les cellules cancéreuses quand elles sont faites, donc ça, c'est la chimiothérapie, Oui. c'est inhiber les mitoses, Mais ça serait de prévenir tout ça. de prévenir tout ça en augmentant les Donc, capacités de notre système système immunitaire, immunitaire, ouais. qui diminue avec l'âge, c'est l'immunosénescence. Donc d'augmenter ça pour que nos leucocytes, nos globules blancs, ils soient capables de bien détecter les cellules cancéreuses, parce que les cellules cancéreuses sont très intelligentes, elles développent des voies moléculaires qui leur permettent de se cacher du système immunitaire. Ok. De dire ouais, on est des vôtres, enfin on fait partie du Oui. corps humain, on est gentil, et en fait non, boum, tu meurs. Oui. Enfin une tumeur. Et bah le système immunitaire, Parce que leucocytes, c'est des molécules qui ne permettent pas d'être reconnues. Les cellules cancéreuses, elles développent des molécules qui nous ouais, permettent des d'être marqueurs, c'est des ça. marqueurs Ouais. qui soient similaires aux cellules non cancéreuses, c'est ça? C'est Enfin, des je m'y marqueurs, connais pas, c'est des marqueurs qui vont faire croire aux leucocytes que ce ne sont Oui. pas des cellules cancéreuses. En fait, qui leur permettent vraiment de se cacher. C'est-à-dire que si c'est une cellule cancéreuse, elles vont développer des marqueurs. Or, eh ben, les cellules cancéreuses arrivent au bout d'un moment ou en fonction de certaines mutations. T'as les leucocytes, il y a celles qui sont immatures et il y a celles qui sont matures. C'est ce que c'est ces leucocytes qui sont immatures, qui n'arrivent pas à reconnaître, mais même les leucocytes qui sont activés au niveau de la rate, si je dis pas de bêtises, c'est là où elles deviennent matures, qu'elles arrivent quand même à les reconnaître ou même pas. Parce que je sais qu'il y a une différence entre les différents. Bah, ça dépend de quel leucocyte on parle, mais Il y a là les par exemple T. je pense principalement aux lymphocytes. Donc, Lymphocytes, les ouais. lymphocytes sont un type de leucocyte, il y a les lymphocytes T Et B. et les lymphocytes B. Alors j'oublie un petit peu, je suis désolé, il y aurait d'autres médecins qui en parleraient bien mieux que moi, mais ça tout dépend de leur stade de maturation en fait. Oui. C'est clair qu'un lymphocyte B ou un lymphocyte T qui est pas encore mature n'est pas encore fait pour reconnaître les cellules cancéreuses. Les lymphocytes T, c'est pour résumer les cellules qui vont tuer les cellules cancéreuses. Ils ne servent pas que à ça, mais. Et lymphocyte B, la reconnaître. Les lymphocytes B, en fait, ils reconnaissent et eux, ils permettent ensuite de se transformer en plasmocytes qui vont sécréter Oui. des anticorps. C'est un autre type d'immunité. Les anticorps qui vont immobiliser les antigènes, en fait, et qui nous permettent de se défendre aussi par un autre type d'immunité. C'est Ok. l'immunité humorale et l'immunité cellulaire, la complémentarité entre les deux. Oui. Et J'avais lu ça, mais ça remontait à moi aussi, ça remonte là. Ouais. Mais voilà, l'été, nourrir et attaquer en fait aussi. Et ben le système immunitaire, enfin nos cellules, notre fonctionnement à l'intérieur de nous, à une échelle microscopique, c'est aussi
une magnifique représentation de ce concept de la nature. Et c'est aussi d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai écrit dans l'histoire de la marque, le Kedoshim, mais je l'ai fait naturellement, hein, j'ai pas fait en pensant à ça, que je pense qu'il faut être féroce dans la vie. Et je dis pas que je suis plus féroce, c'est une histoire de juste milieu, mais il faut oser, et il faut oser donc attaquer aussi. Il faut oser attaquer la vie. Et, et voilà, être féroce, moi je résume ça juste par être féroce, mais c'est faire un peu ressortir notre côté animal et l'accepter quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Et t'as un exemple qui peut citer ça, par exemple de ta férocité au quotidien? Ouais, Enfin, ça paraît super bizarre de parler de Ouais, férocité non, et de se ok. dire, ok, J'ai un ouais, exemple. je suis féroce dans la vie au quotidien, mais J'ai un exemple très facile et beaucoup de gens vont s'y reconnaître. C'est être féroce quand on fait du sport. oui, C'est vraiment c'est l'intensité que tu mets. devenir un animal quoi. Ouais. En fait, les athlètes c'est des animaux. Mais Ouais, dans le bah bon oui. sens du terme. Hein. Dans le bon C'est même pas du respect, c'est de l'admiration. Mais Et c'est- généralement, les athlètes professionnels, à un moment donné, Mm. c'est des personnes qui. Pourquoi ils deviennent professionnels? Il y a plein de gens qui, génétiquement, je pense, auraient le potentiel pour être athlète professionnel. Mm. Il y a quelque chose dans leur mental, C'est les athlètes mental. professionnels, ils se posent pas de questions. Mm. Et je pense que toi, quand tu étais aux études, en première année en médecine, je pense que tu devais avoir un peu cette mentalité-là de ok, j'ai un objectif, je peux. Et ça, j'en ai parlé avec une psychologue une fois. Donc, c'est une psychologue que je connais comme ça, que j'ai rencontrée dans la vie de tous les jours, que j'ai rencontrée sur mon lieu de travail. Et elle me dit, ouais, beaucoup de maladies psychiques, elles viennent parce qu'on réfléchit trop. Et il y a beaucoup de personnes enfin, il y a des personnes que je connais un peu lointain de mon entourage, qui auraient été beaucoup de projets dans leur vie, que ce soit études, travail, etc., parce qu'ils se posaient trop de questions dans leur vie. Complètement. Se posaient trop de questions, genre, je me pose cette question-ci, est-ce que cette question-là, et ça a beau être des personnes très intelligentes, mais manquer de cette férocité de, je vais faire quelque chose, je le fais jusqu'à la fin. Ouais. On parle tous d'un diplôme, je fais mon diplôme, je le fais jusqu'à la fin, je me pose pas de questions. Ouais. Au moins je l'ai fait. Ouais. Sinon tu tergiverses, sinon tu tergiverses, tu n'arriveras à rien. Ouais. Et même moi au travail, je suis toujours encore en formation, c'est parfois difficile, les horaires, voilà, beaucoup de choses qui sont difficiles, mais j'aime par-dessus tout ce que je fais. J'adore ça. Euh, mais je me suis jamais posé la question de ah c'est difficile, est-ce que je ferais pas quelque chose de plus facile? Non, Ouais. j'ai envie d'avoir mon diplôme jusqu'à la fin et je me pose pas trop de questions, j'y vais, Ouais. le matin je me lève, j'y vais, les cours, j'ai le dossier à rendre, je le fais. C'est ça. En fait, le plus important, c'est de comprendre le plus tôt possible d'ailleurs ses valeurs, quelles sont nos valeurs, quel est notre objectif ou notre mission Oui. sur Terre, qu'est-ce qu'on veut de cette vie. Vraiment, si voilà, c'est qu'est-ce que je veux faire de cette vie quoi. Parce que c'est magnifique d'avoir du temps, de l'énergie, de la santé disponible, j'ai envie de dire. En plus, on vit quand même dans une belle société, même si je tape dessus sur cette En société. tout cas en clairement. Suisse. Et de comprendre ça, et derrière, comme tu le dis, de ne pas être paralysé par la suranalyse. Oui. Et de garder les choses simples. Oui. Il y a cet acronyme en anglais que j'aime beaucoup, et on va dire que j'ai trop de citations et tout, mais parce que ça permet de d'analyse, structurer l'esprit. on Ouais. sort de notre côté entre guillemets animal, à la base C'est ça. on est des animaux. C'est ça. Et du coup, l'acronyme c'est KISS. K-I-S-S. Keep it simple, stupid. Garde la chose stupide, quoi. Enfin, Ouais. stupide, parce que à partir du moment où tu as réfléchi, pas stupidement, donc à ton objectif et aussi à tes valeurs et tout, bah après le chemin, c'est ok, quelle est la chose la plus importante qu'il faut que je fasse. Ça, par exemple, c'est un fonctionnement, un mode de raisonnement qui a prouvé son efficacité. Hein. C'est quelle est la chose qui va m'amener qui a le plus de chances de m'amener à mon objectif. Et ça, c'est une question simple stupide à se poser. Et par exemple, Kobe Bryant. Ok, quelle est la chose qu'il faut que je fasse pour devenir le meilleur basketteur du monde? Et encore, je ne me connais pas trop au basket, mais c'est quand même une grande inspiration en termes d'éthique de travail et tout. Et bah, Kobe Bryant, il dit bah en fait, il faut que je m'entraîne 3 fois plus que les autres. C'est juste ça, c'est mathématique. Et bah, il a fait ça. Et bah, c'était le meilleur après Michael Jordan ou à égalité quoi. Et c'est simple stupid, c'est simple math. Si tu regardes ces vidéos, il va aussi C'est dire simple math. Ouais. Et en fait, on réfléchit de moins en moins comme ça. Et c'est vrai qu'on parlait d'une personne que tu connais, et puis moi aussi de quelques personnes que je connais,
qui overthink et qui du coup sont paralysés et qui s'empêchent d'être créatifs aussi d'ailleurs. Ouais. Et qui n'atteignent pas du coup leurs objectifs à cause de ça, parce qu'en fait, quand tu commences à suranalyser, certes tu suranalyses ton chemin pour arriver à ton objectif, mais forcément en suranalysant tout ça, tu vas aussi anticiper des problèmes qui vont arriver alors qu'ils vont pas arriver, tu vas anticiper les réactions d'un tel alors qu'en vrai il s'en fout. Exactement. Ouais. Et ça va t'empêcher de faire la chose la plus importante qui est ce premier pas. Ouais, ce premier pas ouais, si on fait un parallèle, toi c'est quoi? On va dire, toi c'est ta marque. C'est l'entrepreneuriat, c'est aller au bar de traction. J'ai commencé les bars de traction, j'étais nul, et je suis toujours plus ou moins nul. Mais je suis meilleur que certaines personnes et plus nul que d'autres personnes, Oui, tout simplement. mais t'es juste d'un point A à un point B, on va dire, imagine maintenant à ce jour-ci, t'es au point B, t'es bien meilleur qu'au point A. Et voilà. Tel était l'objectif, tel était simple. Moi, par exemple, c'est terminer j'ai les examens en juin, c'est de bien réussir mes examens, et puis c'est d'être meilleur en haltérophilie, et puis le reste, bah, évidemment, il y a tout ce qui est bien-être, la famille, etc. Mais ça, c'est mes objectifs principaux. Ouais, être meilleur en haltérophilie, de faire mon diplôme et de m'inscrire pour des prochaines formations et de continuer la vie comme ça. Mais au final, ça se résume à ça. Des fois, je me prends, je parle un peu de mon expérience personnelle, mais des fois, je me prends la tête pour des choses. Ah, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai oublié de. Voilà, typiquement, là, j'ai oublié ma boîte d'AirPod. C'est complètement con, mais c'est pas du tout essentiel. Je devais venir ici, micro-cravate, tac, 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 pris tout ce que j'avais besoin, la bouteille d'eau. J'oubliais un point très intéressant. Dans mon sac à dos, peut-être que j'oublie la boîte de mes AirPods, mais j'oublie jamais de mettre une bouteille d'eau fraîche dans mon sac. Excellent. Simple, basique. On repart sur les bases. Mhm. Et des habits de rechange pour le sport, parce que je travaille, voilà, évidemment en salle de sport, t'es obligé d'être en habit de sport. Ça, j'oublie jamais. La base. Tout simplement, c'est comme ça. Se focus sur l'essentiel. Et overthink, ma boîte d'AirPods, si les écoute, non, ça sert à rien. En gros, Complètement. Donc là, je pense on a pas mal parlé déjà du rythme circadien. On peut fermer cette page, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. On a parlé de la... Je crois juste que je vais pas pouvoir faire beaucoup plus longtemps. Ok, Parce qu'il faut que je passe. À Vevey. d'accord, ok, ouais. Parce qu'il faut d'ailleurs faut que j'aille chercher du matériel pour renouveau le taf. Ok, alors on Je fait suis une sûr. fin... on fait une fin... Si ça te va, on fait ça. Attends, je regarde juste encore combien de temps. Ouais. QI, Vevey. Et après, c'est bon, les trains, je les connais. Non, du coup, on est beaucoup plus tôt dans la journée. Faut que je sois à 14h au FIT. Il y en a un à 12h37. Et il est quelle heure? Ok, c'est parfait. Là, on a 10 bonnes minutes de... Ça va 11 minutes carrément. pour Ah, aller- arrivé, mais ça ouais. c'est le tout petit. Ouais, on a 10 bonnes minutes. Ok. Donc là, on a parlé de rythme circadien. On a aussi quand même parlé en fait d'activité mentale. Je considère qu'on a parlé de ça. On pourra en reparler une autre fois. Oui. D'approfondir plus le sujet de l'activité mentale, de l'entretien, mais quand même, on a parlé de neuroplasticité. On a parlé de ne pas trop penser, enfin pas over-analyser. Donc ça, c'est deux messages importants, parce qu'il faut garder les choses concrètes et simples. Euh, Ensuite, la troisième chose que j'aimerais qu'on aborde un peu plus en profondeur, en fait, ça va durer que 5 minutes, et on refera quelque chose, si t'es d'accord, si t'es chaud, Avec grand plaisir. sur l'alimentation. Mais on va parler d'alimentation slash hydratation. Euh, je- notre chance, notre chance, c'est que Elias s'y connaît un max en alimentation. Oula. Sans vouloir. Je connais des Non, personnes c'est qui vrai. s'y connaissent bien Ouais, plus que mais- moi, mais j'ai quelques. T'as On a vraiment de- quelques. Non, vraiment, t'as des très très bonnes notions en Merci alimentation. beaucoup. Et c'est ce qui te permet de faire 3-12 au rameur. Non, ça c'est vrai que ça m'a aidé sur Ouais. le jour J. Et du coup, tu peux nous parler de ta relation avec l'alimentation, par exemple, ou je sais pas comment dire, c'est quoi ta philosophie vis-à-vis de l'alimentation? Moi, j'en ai une particulière quand même, j'en parlerai s'il y a le temps, mais d'abord toi. Alors déjà en alimentation, que ce soit en macronutrition et micronutrition, faut savoir distinguer un peu les deux. En nutrition, euh, donc il y a macronutriments, lipides, protéines et glucides.
Donc ça, je pense qu'un petit peu tout le monde connaît les différentes voilà, catégories des macronutriments qu'on retrouve dans les aliments au quotidien et qui ont des effets en guillemets différents sur le corps. Euh, et il y a aussi la micronutrition, et c'est à ça que je m'intéresse le plus. Et j'ai quelques notions que j'ai appris en formation, etc. Mais j'ai envie de me former beaucoup plus là-dedans. Donc micronutrition, c'est plus savoir, c'est plus les aliments, quels effets ils vont avoir Mhm. physiologiquement sur notre corps. Euh, mais c'est vraiment tous les nutriments qui vont pas forcément apporter d'énergie, Mhm. mais qui vont avoir des effets bénéfiques sur notre corps. Mhm. En bref, Alors, ça c'est la définition oui, de la micronutrition oui. en soi. Et j'aimerais apporter juste une chose. Nous, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent l'alimentation comme un moyen de perdre du poids, c'est vrai. Mais nous, on a un peu cet effet biaisé où on n'a pas ce problème de perte de poids, de chercher à perdre du poids. Et en fait, moi, je vois l'alimentation déjà comme un moyen de bien vivre, de vivre Oui. heureux, Exactement. premièrement, mais aussi de vivre avec performance, en fait. Oui. Si je Tout pense à fait d'accord. performance, je pense alimentation Tout à fait directe. d'accord. Mais en fait, l'alimentation, comment je la conçois, moi, dans ma vie, donc là, j'ai ma mère qui m'appelle. Est-ce que ça va pas couper? Non, ça va pas couper. Bah, il faudra juste que tu coupes, c'est à 1 minute Pas de 40. souci, pas de souci. Je pense que... Euh, moi, comment j'organise mon alimentation? Alors, je mange pas. Les gens qui me connaissent, je mange pas. Je suis pas un pro de la diète. Mais là où je me focus, où je fais assez attention, c'est sur tout ce qui est antioxydant. Je suis pas un pro de voilà prendre alors, typiquement toi, tu prends un peu des compléments alimentaires Ouais, sur j'en tout ce sens un peu. voilà tout ce qui est antioxydant et tu m'en avais un peu parlé mais t'en prends plusieurs Ouais, et ouais. Mais différents. ça dépend, des fois, je le. Voilà, mais Mais oui, en bref, c'est varié et pour moi, c'est important parce qu'évidemment, pour la régulation, il y a plein de choses qui sont oxydantes dans notre vie de tous les jours. Et une des choses au niveau de l'alimentation qui est un peu délétère à cette époque, en 2023, mais qu'on peut réussir à contrer, c'est que la pollution des sols. La pollution des sols va directement aller dans nos fruits, dans nos légumes, mhm. et donc directement, on va les ingérer. Ouais. Enfin, Ouais, oui. voilà, c'est direct, on va les ingérer. Mm. Et en fait, ce qui est important, je trouve, euh, c'est de surtout consommer des aliments variés et différents. Tout à fait. Parce que chaque aliment a un facteur antioxydant, comme il a un facteur oxydant. Ok. Donc, par exemple, je sais pas, on va prendre, je ne connais pas les effets oxydants, antioxydants au niveau du foie, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du foie, il y a la première partie de traitement antioxydant et la deuxième partie, je ne sais plus comment elle s'appelle, ces deux phases-là. Et en fait, l'oxydant va agir en guillemets entre les deux parties du foie. D'accord. Donc, quand les aliments vont arriver d'un côté puis de l'autre, qui après vont être séparés, mélangés NADH avec le O2 ou CO2, non avec Je sais pas. voilà, et puis après, Mais on transforme en cycle urée, ça part dans les urines, etc. Alors ça c'est tout frais, je l'ai lu encore hier, donc voilà, je suis pas tout emmagasiné, je l'ai vite lu comme ça. Mais en bref, tout ce qui est facteur oxydant, ça va beaucoup agir au niveau du foie. Et comme je l'ai dit, on va prendre la rhubarbe. La rhubarbe, peut-être que c'est antioxydant pour plein de choses, comme on dit la grenade, le jus de grenade, c'est antioxydant, c'est incroyable, etc. Mais si tu bois que du jus de grenade, tu manges que les mêmes fruits, tu manges que les mêmes légumes, oui, c'est antioxydant pour beaucoup de facteurs, mais pas forcément pour d'autres facteurs. Mais oxydant pour d'autres facteurs. Et le but, c'est de manger le plus varié pour avoir tous ces facteurs au niveau du foie qui soient antioxydants et qui soient le plus complémentaires et qui se croisent. Complètement. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Et avec les différents oméga au niveau des graisses, c'est quelque chose qui est aussi important avec les facteurs inflammatoires et anti-inflammatoires. C'est surtout éviter le déséquilibre oméga 3, oméga 6, oméga 9, Oméga 6. oméga 6, voilà. Parce qu'il se passe, c'est que vos oméga 3 ont un facteur très anti-inflammatoire. Oméga 6 hyper inflammatoire. Et quand on parlait de l'humain à l'époque, genre les hommes des cavernes, ils avaient une grande consommation de tout ce qui est fruits, de légumes. Donc on va prendre l'exemple tout simple, les poissons ou les avocats. Hyper bonne source très grande source d'oméga 3. Et nous maintenant,
pense plus à manger de la viande rouge, beaucoup d'autres choses qui cachent les oméga 6, donc on s'en rend même pas compte que nous les ingérons. Et tout ce qui est source de, on va dire, poisson, certaines huiles, euh, avocat, on n'en mange pas assez. Ouais. Que ce qui était plus facile à l'époque, des humains à l'époque, de manger. Et ce ratio doit être de 1 sur 3 d'oméga 3. Donc imaginons l'oméga 3 c'est le 1 et de 3 c'est les oméga 6. Et maintenant on est plus sur du 1 sur 15. Ouais. Et au niveau des inflammations, pour tout dans le corps humain, Oui. tu connais mieux, le développement de maladies, et Tout à fait. d'autres choses comme C'est ce ça. que j'allais dire, développement du cancer. Développement du cancer, tout C'est un simplement. continuum. Physiologie, tout va bien, puis inflammation, puis cancer. C'est prouvé dans plein de maladies. Maladie de Crohn, par exemple, qui est une inflammation de l'intestin, Exactement. qui a un facteur de risque de cancer du côlon derrière. Oui. Et c'est juste un exemple parmi plein d'autres. Dans tous les systèmes qu'on a, tous les organes qu'on a, ça peut se vérifier. Système nerveux aussi, sur sécrétion de prostaglandine. De ce fait-là, 1 et 3 attaquent directement l'inflammation de nos neurones. Et de toutes ces cellules-là qui vont faire des maladies dégénératives au niveau du cerveau. Tout à fait. Je peux revenir sur 2-3 choses. Vas-y, rebondis. Et après, on va terminer. Là, on va partir Et comme- plus dans le médical. Mais du coup, je rebondis juste sur certaines choses. Après, on arrête et on ira en profondeur là-dedans. Un prochain épisode. Sur un prochain épisode. Oui. Ok. Vas-y. Alors, les 2-3 choses sur lesquelles je veux parler. Tu as commencé par avoir une alimentation très variée. Donc, oui, équilibrée, nanana. Et c'est vrai, c'est trop vrai. Et en fait, c'est très concret en fait là ce qu'on dit, c'est très concret. Moi je l'ai ressenti sur moi, la grosse différence. Le but c'est pas de prendre une salade verte, le but c'est d'avoir le plus de couleurs possible dans son assiette. Moi je le résume comme ça. Plus de flavonoïdes différents. Ouais, super bien dit. C'est ça en fait, parce que on voit que les carottes, en gros c'est avoir des carottes, c'est avoir des couleurs différentes. Donc avoir de l'orange pour les carottes qui va apporter la vitamine A et plein des caroténoïdes, d'autres choses. Carottes pour l'orange, des radis pour le rouge, l'avocat pour le vert. On peut parce que nos ancêtres, ils n'avaient pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Ils disaient juste, ouais, ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est bleu, enfin bleu, ouais, je sais pas, mais ils voyaient les couleurs de l'arc-en-ciel, ils la mettaient dans leur assiette, dans leur pot, je sais pas quoi. Ils étaient bon, ils mouraient jeunes, ok, mais ils étaient en bonne santé quand même. Ils vivaient avec moins de maladies chroniques, ça, voilà, on peut être d'accord là-dessus. Ouais. Et donc ça c'est le premier point, c'est vraiment varier et du coup comment varier concrètement et facilement, c'est juste avoir plein de couleurs. Donc quand on va faire ses courses, ne pas se dire ok je prends la salade toute faite qui est plein de couleurs différentes. Non, on prend 1, 2, 3 légumes de chaque, vraiment variés et on voit la différence au bout de 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, on se sent beaucoup mieux. Ouais. Beaucoup mieux. C'est abusé. On se sent même que mieux, on se sent meilleur, on se sent là on est prêt à aller conquérir le monde. Et deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit sur l'alimentation, c'est oméga 3, oméga 6. Ce qu'on apprend dès les premières années en médecine et puis dans pas mal d'autres parcours scientifiques je pense, c'est que les membranes cellulaires, donc c'est un peu comme les barrières des cellules, elles sont faites d'acides gras, elles sont faites de lipides. Alors, les lipides servent à d'autres choses quand même que à faire les membranes cellulaires, mais je trouve que c'est un bon exemple d'importance d'avoir des bons gras. C'est, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une membrane qui soit souple. Une bonne membrane, en fait, alors, ça sert à différentes choses, les membranes, quand même, transfert des ions, transfert ionique et tout. Mais résumons à une seule chose importante, ça serait par exemple d'avoir des cellules bien hydratées. Je m'explique. Tout à l'heure, je suis allé aux toilettes. Et je suis revenu en disant, au moins, moi je bois beaucoup et j'ai des cellules bien hydratées. Et par contre, du coup, je vais souvent aux toilettes, quoi. Mais pour avoir des cellules bien hydratées, et en particulier des neurones bien hydratés, il faut pas que leur apporter de l'eau, il faut aussi que les cellules soient capables de retenir cette eau-là. Pour retenir cette eau-là, bon, certes, c'est un mécanisme aussi d'homéostasie ionique, donc c'est aussi est-ce que vous mangez du sel, est-ce que machin. Ouais. Mais c'est aussi avoir des bons acides gras. Et les acides gras qui vont du coup constituer cette membrane cellulaire, donc en fait ce contour de la cellule, là on a un noyau, là on a le contour
de la cellule, bah, c'est le contour. C'est comme La la valeur haie. est toujours là? Ouais, je pense. Ok, C'est comme la haie du jardin qui va délimiter son jardin. Et bah, quand on a des bons acides gras terrières, nos cellules sont capables de retenir un peu plus l'eau et de fonctionner. Et donc, c'est des cellules qui fonctionnent. Et du coup, on devient plus fonctionnel tout simplement quand on Oui. prend des bons acides gras. Et moi, je le dis tout simplement, j'ai senti un véritable changement quand j'ai compris ça. Quand c'est mon médecin qui m'a dit les cellules hydratées, c'est les cellules qui fonctionnent. Je te conseille de manger des sardines le matin, par exemple. Là, je suis là, what? Manger des maquereaux le matin, des sardines le matin? J'ai fait ça. Life changing. Franchement, life Life changing. changing. Il est en Suisse, Life ça? changing. Il est en France. Il est en Ça France, fait un ok. moment que je l'ai pas vu, mais Très bon médecin alors. nutritionniste aussi d'ailleurs. Et Médecin super. spécialisé. Médecin généraliste, mais avec je sais plus une spécialité en diététique en tout cas. Spécialisé. Et j'y étais même pas allé pour une consultation diététique particulière, mais voilà, il donne des conseils comme ça. Et là, t'étais déjà médecin? Et quand on a parlé de ça, j'étais en 5e année, mais il me suit depuis un petit moment. Ouais. Et toi, dans tes études, c'est quelque chose que t'as appris ou pas du tout? C'est des Alors, choses en fait, sur ça lesquelles rejoint vous- des choses que j'ai appris, mais Mais pas concrètement. Tu les ouais. as pas écrits, tu les as appris d'une manière, je pense, c'est scientifique, mais C'est- tu as appris c'est- les différents. J'ai appris comment? J'ai appris comme tout le système scolaire nous dit d'apprendre, pump and dump. Donc t'apprends, tu recraches. Et c'est pas t'apprends et t'appliques. Mais t'as pas fait les liens directement avec Non. l'alimentation. Ouais. Non, non, non. On nous apprend que voilà, les acides gras monoinsaturés, c'est ça, c'est l'huile d'olive, nanana, c'est nanana. On nous dit vite fait à quoi ça sert. On nous dit que ça peut servir, par exemple. On sait que les membranes cellulaires, par exemple, sont faites par les acides gras, mais le côté concret, le côté bien vivre sa vie, le côté optimiser son alimentation, non, pas vraiment. Même si oui, j'ai eu des cours de nutrition, mais c'est quand même une grosse base, la nutrition. Très franchement, je dirais que ça fait au moins 10 à 20% d'une bonne vie, c'est avoir une bonne alimentation. Oui. Et ben, pourtant, en termes de cours de médecine, c'était 2% de mes cours de médecine, je Ouais. pense. 2% du temps que j'ai passé à prendre des cours, je l'ai passé à faire de la nutrition. Ouais. Mais bon, c'est normal, il y a tellement de choses à apprendre aussi en médecine. Mais donc voilà, ça c'était la deuxième chose, c'est par rapport aux acides gras. Et troisième chose, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est, puis après on va terminer, si t'es ok. Enfin, Oui. bien sûr, tu peux rebondir avec grand plaisir, mais c'est notre rapport aux féculents dans la société moderne. Je pense, ça c'est mon avis, mais vu que les féculents, en fait ça tourne autour de C'est l'argent, surtout, t'as raison. Oui, C'est vu que les féculents ça coûte pas cher et que c'est facile à produire. voilà, c'est Et facile là, à on peut devenir produire. accro. Et là, on rentre dans la micronutrition, on peut facilement en devenir T'as dit un truc trop bien. accro. On devient accro en plus. Et c'est là en plus où du coup ça rapporte beaucoup plus d'argent aux multinationales, aux Burger King, etc. Pardon, vas-y dis. Ouais. Bah, le sucre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus additif. Ouais. Alors, beaucoup sans même parler du sucre, mais juste les féculents, tu Les, vois. les féculents, je pense, moi, je suis pas anti-féculent, etc. J'en mange, mais je pense qu'on en mange déjà trop. Mm. Parce qu'on privilégie pas, comme je l'ai dit, comme source d'énergie. Il faut savoir que les féculents, tous, à tout le monde, c'est notre première source d'énergie. Je parle à la deuxième personne, mais je dis ça à la personne qui écoute le podcast, c'est notre première source d'énergie qui va être dégradée pour faire de l'énergie, de l'ATP, de l'énergie au niveau de nos cellules. Mais il y a différentes voies. Donc, quand je parle de macronutriments, glucides, féculents, en soit, qui sont composés à base de glucides, ça va descendre, ça va être ingéré, faire de l'ATP, de l'énergie, tip top. Nos ancêtres mangeaient beaucoup plus, comme j'ai dit, avocats, des graisses, etc. Protéines aussi, qui elles, surtout au niveau des graisses, des bonnes graisses, surtout qui elles vont se transformer. Alors ça prend plus de temps, mais vont se transformer généralement. Donc après, en acide gras, il y aura tout un processus de comment ça s'appelle. Je me souviens plus là, j'ai plus le processus en tête, j'ai juste le schéma. En acétyl-CoA. Ouais, de dégradation des acides gras. Ouais, c'est pour créer les corps cétoniques, en fait. Exactement, avec des corps cétoniques. Et de passer ensuite des corps cétoniques au glucose. Des corps cétoniques au glucose en passant par acétyl-CoA, acide de Krebs, etc. Ouais. Et phosphorylation oxydative. Ça prend plus de temps, mais c'est là. Et en fait, on s'est surchargé je pense que la société en guillemets moderne, les gens dans les magasins, qu'est-ce qu'on choisit la plupart des gens se surchargent toujours en sucre, glucides. Il y a beaucoup de glucides, comme les pâtes, etc. Ils sont pas faites comme en Italie, comme on devrait les faire.
les pâtes, ils rajoutent beaucoup d'autres choses dedans, etc. Parce que pour faciliter la production, il y a tout ce genre de maladies avec le gluten et tout qui viennent, la sensibilité. Je parle pas de la maladie du sel, là, quand je parle de la sensibilité. Tout à fait. Parce que on les fait pas, donc on rajoute du gluten à l'intérieur, on rajoute d'autres molécules, etc. pour que ce soit plus facilement faisable. Et on peut plus le faire avec ce genre d'aliments que des poissons, qui sont des poissons gras, où il y a de la graisse et des protéines. On peut plus facilement tricher en surproduisant des féculents pas chers qu'avec justement des sources de lipides, de graisse, en soit, et des sources de protéines. Ouais. Sûr à 1000%. Après, je dis pas que voilà, les viandes bovines, etc., on leur injecte des produits, machin, mais tu vas chez un bon boucher, tu achètes une bonne viande, ou tu mets un peu plus cher pour une meilleure qualité, c'est déjà mieux. Fin d'histoire, pas fin d'histoire, c'est mon avis. Ce serait intéressant de débattre avec d'autres personnes qui se connaissent peut-être même mieux sur le sujet. Mais c'est ça, on consomme beaucoup de féculents qui sont transformés ou qu'on rajoute beaucoup de choses dedans pour produire plus. Voilà. Si t'es d'accord, on va finir sur une pensée Une importante. pensée, oui. Je finance déjà sur ma pensée, puis avec plaisir tu peux en rajouter une. Mais notre corps humain, et encore là on parle que du corps, mais l'esprit déjà c'est infini, donc c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de potentiel que dans notre corps. Mais bon, notre esprit il a quand même un habitacle, c'est le corps. Donc le corps c'est un peu c'est un peu une belle machine quand même. C'est une belle machine, c'est ce que dit mon père depuis que je suis tout petit. Il me dit c'est la plus belle des usines, c'est ton corps. Et ben une machine, elle fait quoi? Elle transforme un input en output. Ben nos inputs, donc nos sources de quelque chose, d'énergie. Bon, on pense que ça vient de la nourriture, c'est vrai, mais elle vient surtout de la lumière. Donc bon, on a notre exposition à la lumière qui est très importante dans l'input. Si on a une mauvaise exposition à la lumière, notre output il est mauvais, clairement. Et pour l'alimentation, si on a un mauvais input, comment penser qu'on peut avoir un bon output? Comment penser qu'on peut avoir de bons résultats, qu'on peut vivre la vie qu'on veut vivre, avoir des chances de maximiser notre potentiel naturellement si on ne fait pas attention à notre alimentation, si on ne va pas chercher les choses, si on va pas Surtout que c'est pas chercher difficile. la connaissance. Et c'est pas si difficile. Ça demande des connaissances. Ça demande des tests en fait. Moi, ça a demandé beaucoup de tests. Alors heureusement, j'ai après eu aussi ces cours quand même en nutrition qui m'ont un peu ouvert l'esprit là-dessus. Exactement, ouais, la même chose. Mais sinon, principalement, ça a été des tests. Moi, ça a été des tests sur mon corps. Ça a été, ok, en fait, quand je remarque quand je mange du pain, ça va pas trop bien et tout. Ah, en fait, c'est le gluten. Ok, je teste avec les pâtes, ouais, c'est un peu pareil et tout. Vraiment plein de tests avec. Plein de tests. Et après, bah, tu trouves ce qui marche pour toi. Parce qu'on a tous aussi vraiment quelque chose d'unique en nous. Et sur l'alimentation aussi, bah, c'est qu'est-ce qui marche sur soi et sur le long terme. Et moi, j'ai clairement trouvé ce qui marche pour moi à le long terme. Et chacun doit le trouver. Mais au niveau des bases, au niveau des grands concepts, je pense qu'on est pareil. Et du coup, ce que tu as dit, ça fait exactement sens. Et donc, simplement pour finir sur ma pensée, c'est faire attention à cet input et à comprendre que l'alimentation, sans même parler de l'hydratation, mais l'alimentation, c'est un input hyper important si on veut se hacker soi-même. Tout simplement. Si on veut. Bon, aujourd'hui, c'est stylé de dire se hacker soi-même, mais Ouais, tout simplement performer, faire les choses qu'on veut faire, plus performant. attaquer s'il faut attaquer, protéger s'il faut protéger, aimer s'il faut aimer. C'est tout ça, on peut pas le faire si on n'a pas cette source qualitative d'énergie en premier lieu. Et c'est aussi investir en soi parce que pour faire ça, il faut le savoir, donc investir du temps, de l'énergie à comprendre. Il faut aussi investir un peu d'argent pour ne pas tomber dans l'idée de ok, je vais acheter que des pâtes et puis manger et puis les faire cuire dans l'eau et puis je verrai ce que ça donne dans 6 mois parce que dans 6 mois, bon dans 6 mois ça va aller, mais dans 6 ans c'est un désastre au niveau de la santé, au niveau de dans 6 ans, je parie que vous n'aurez pas eu les résultats que vous auriez pu avoir si vous avez fait attention à votre alimentation en premier lieu. Les athlètes, de toute façon c'est simple, il faut keep it simple stupid. Les athlètes, qu'est-ce qu'ils regardent beaucoup? Ils regardent leur sommeil, ils regardent leur alimentation, d'autres choses aussi, mais quand même c'est des trucs hyper importants dont on vient de discuter. Donc faire attention à l'input, aux sources pour avoir une bonne production derrière. Et
je suis pas forcément, je suis pas un exemple non plus, mais je partage juste ma philosophie là-dessus. Et je suis pas un saint. Voilà, bon, ça m'arrive aussi d'ailleurs de manger des burgers Ah, ça c'est bon. une fois régulièrement. Régulièrement, mais enfin voilà, hebdomadairement en fait. Une fois, Une fois par semaine, une mais fois par semaine, une fois- de qualité, en un guillemets. truc quand même de qualité, ouais, avec un ami et tout. Mais Un quart d'heure. ouais, se faire plaisir, c'est assez important. Mais faire attention à son alimentation de façon générale et pour, euh, pour accomplir les choses qu'on veut accomplir. Voilà, moi je termine là-dessus. Écoutez, j'ai retrouvé, je crois, le processus. Les graisses transforment en triglycérides, plus un glucose, bêta-oxydation, acétyl-CoA. Voilà, j'ai retrouvé le processus. Excellent. J'ai rien d'autre à dire, il a tout dit. Bah, En il tout cas, associe t'as dit beaucoup. merci beaucoup. À bientôt. C'était un plaisir. Avec Ok. grand plaisir. Donc on refera un épisode de podcast pour parler déjà d'alimentation et d'hydratation pour aller vraiment plus en profondeur. Et notamment là on n'a pas parlé du sucre, mais il y a beaucoup de choses à dire. Oui. J'aimerais qu'on puisse parler aussi de d'autres, du côté un peu plus neuroscientifique. Ça nécessitera aussi de mon côté de plus connaître, mais tout ce qui tourne autour des addictions modernes. Oui. Principalement tabac, même cigarette électronique, voilà, tout ce qui Red Bull, voilà, clairement, choses comme ça, sans vouloir faire peur, mais voilà, des conséquences de ça. Euh, et des autres piliers dont on a pas mal parlé, mais pas ici. Euh, bon, les piliers que je pense importants qui sont l'amour, donc amour pas que romantique avec une personne, mais aussi la famille, les amis. Oui. Et principe directeur. Principe directeur. Avec grand plaisir. À toute place. Bise. Merci encore. Je t'envoie ça. Ouais. Tip top.